D'accord. Enregistré. Très, Ok. très bien. Super. Alors, comment allez-vous? Ben, très bien, en ce qui me concerne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent? Il y a une personne, je ne le vois pas. Ah, c'est Marius, il est en train de participer. OK. On va attendre les gens. Alors, est-ce que vous avez travaillé un peu, pratiqué un peu cette semaine? Oui, moi, oui, j'ai travaillé, oui. Alors, on pourrait dire, euh, réalisation, ça serait super, mais on va dire déjà un peu expérience par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Et, écoute, moi, j'ai terminé la méditation sur l'espace, en fait. Et d'ailleurs, Hum, c'était hier soir. hum. Et j'ai fait un rêve absolument extraordinaire. Tout simplement, je volais. En fait, j'ai passé ma nuit à voler et à survoler des jardins à la française. Tu sais Ah, ce que OK. c'est, les jardins à la française? Les jardins bien taillés, où il y a des buissons bien taillés. J'étais dans le ciel et j'étais Ah, au-dessus de tout ça. Et je me disais, je vais tomber. Et je me disais, non, non, il suffit d'avoir confiance et tu vas rester dans le ciel. Et voilà. ah, c'est super, c'est super. C'est un Ouais. très bon signe. Le fait de voler, tout ça, c'est très, très bon signe. C'est un bon signe. C'est vraiment un signe extrêmement positif. Quand on s'envole, quand on fait ce genre de... Attends, je vois si je peux mettre, peut-être, je vois si j'ai un moyen, peut-être, de mettre un peu de lumière avec ce truc-là. Attendez, je vais voir si c'est possible. Hop, ok. Hop, hop, je vais voir ça. Ah oui, du coup, il est perdu, notre ami. C'est mon caméraman qui m'a perdu. Coucou, je suis là. Voilà. C'est rigolo, hein, c'est vraiment rigolo. Ok, ben, c'est un peu aussi l'idée de cette chaîne. Je vais de plus en plus dans, entre guillemets, les technologies, les choses un peu particulières, etc. Et des collaborations avec ce monde un peu artificiel. Donc, c'est un peu dans cet esprit. Alors, est-ce que ça marcherait, ça? Oh, magnifique. Ok, si on a un peu plus de lumière, ce ne sera pas de luxe. Voilà. Ok, super. Ça, c'est très, très bon signe. On parlera à un moment donné du rêve. Le rêve, c'est un point très, très important. Et c'est vraiment quelque chose que on peut travailler, en fait. Des idées, il y a l'aspect de rêver un peu de choses magnifiques de temps en temps. Attendez, je vais juste voir un peu si la lumière est mieux, peut-être comme ça. Voilà, peut-être comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Et donc, le truc, c'est qu'on verra un peu cet aspect-là de, quelque part, travailler pour prendre conscience un peu mieux de ses rêves. Oh, bonjour, Marius qui nous rejoint. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Bonjour à tous. Super, super, super. OK, donc ça, on verra un peu ensemble cette notion, parce qu'on peut faire des choses pour un peu appréhender le rêve de manière... En fait, la première chose, et ça peut être intéressant pour tout le monde, c'est l'aspect d'être conscient qu'on rêve. Par exemple, Geneviève, quand tu dis que tu fais ce rêve où tu volais, est-ce que tu étais conscient que tu es en train de rêver ou pas du tout? Oui, j'ai été consciente à partir du moment où je me suis dit que j'allais tomber. Et là, je me suis dit non, il suffit d'avoir. J'ai eu un raisonnement. Hmm, J'avais une espèce de conscience. Non, non. Ah ouais. Non, c'est pas. Non, j'étais pas vraiment consciente. Non, non. Je me hmm. suis dit, faut pas. Tu as confiance et tout ira bien. Mais non, j'étais pas consciente. Non. C'est ça c'est le première attitude. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'en parler un peu. C'est d'avoir cette capacité de prendre conscience qu'on est en train de rêver quand on rêve. Ça, c'est Mm. la première attitude. Et en fait, ça commence par quelque chose de très simple. Je me recule un petit peu, mon pote il me verra mieux. Ça commence quelque chose Vous entendez bien? Le son, normalement, c'est un bon son, mais vous êtes sûr que ce soit le cas? Ouais, hein, ce micro Tata, ouais, moi c'est tout bon, hein, c'est le micro officiel, ça marche. Et donc, l'idée, c'est que la première attitude, c'est d'être parfaitement conscient qu'on rêve. Donc ça vient déjà dans la capacité de se souvenir de ses rêves. Si quelqu'un il dit j'ai dormi, mais je ne sais pas ce que j'ai rêvé, ça commence mal. Et donc, la première chose, c'est euh, être capable, quand on se lève, de savoir exactement ce qu'on a rêvé. Donc ça se travaille de cette manière-là. Et la manière dont on va le travailler, c'est on ne va pas bouger tout de suite. Vous savez, quand on se lève, on ne va pas se lever sauvagement comme ça. On reste un peu à la même position, trop bouger, et on essaye de se remémorer un peu qu'est-ce qu'on a rêvé. Ça, c'est un peu la manière de faire. Ça, c'est un très, très bon exercice. Parce qu'en fait, on peut parler un peu du rêve dans le sens qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que de temps en temps,
arrivent des rêves qui sont plus que des rêves, qui sont quelque chose qui amène une indication, qui amène même un enseignement ou des enseignements, des initiations. C'est tout à fait possible. C'est une possibilité. Un autre aspect, c'est que avec la méditation, la conscience ou même les consciences deviennent plus fines, plus claires. Et donc, ça induit une capacité un peu particulière par rapport au rêve, d'avoir un peu cette notion un peu plus précise d'être conscient du rêve ou de pouvoir maîtriser certaines choses dans le rêve. Donc, la première attitude qu'on va chercher, c'est de se dire, voilà, déjà, il faut que je sois très clair de ce que j'ai rêvé, précisément. Et donc, le matin, on se lève et on peut se dire, voilà, tiens, je vais essayer de me souvenir, j'ai rêvé quoi en premier, en deuxième, en troisième, etc. Et donc, ça, c'est le premier travail. Premier travail. Deuxième travail, en fait, l'idée, elle est relativement simple. Elle est que on veut être conscient qu'on rêve quand on rêve. Ça, c'est le premier point qu'on va chercher. Et ça va venir un peu naturellement avec la conscience. C'est-à-dire, si on fait une retraite, d'ailleurs, j'en profite, j'ai un des projets comme ça, j'aimerais beaucoup, dans le futur, pouvoir faire ensemble une retraite, peut-être dans un pays sympa, comme la Thaïlande ou en Chine, dans des lieux comme ça sympas, et qu'on puisse prendre peut-être une semaine pour vraiment pouvoir faire une retraite où on peut présenter les différents aspects, etc. Et donc, ça serait vraiment quelque chose de très intéressant. Et dans ce genre de cadre où vraiment on va en retraite, c'est-à-dire en retraite, l'idée, c'est on maintient un certain état d'esprit méditatif. Et on ne va pas être troublé ni par les portables, etc. On les met dans un coffre, on ferme le coffre et on est tranquille pendant une semaine. Et voilà, détox, médias ou social media, tout ce qu'on voudra. Donc là, on est tranquille. Et dans ces cadres très particuliers de retraite, on peut vraiment amener la conscience à un autre niveau. Et avec cet autre niveau, entre guillemets, on peut vraiment commencer à prendre conscience du rêve ou de tout autre aspect comme ça un peu subtil. Et donc, euh, si on fait ça, naturellement, on va avoir beaucoup plus de conscience. Et l'idée, elle est très simple. Elle est, comme je disais tout à l'heure, très simple. C'est-à-dire, il faut trouver un moyen ou un autre de savoir qu'on rêve quand on rêve. Alors, il y a la première attitude, et c'est la première attitude à avoir, c'est d'avoir l'intention très forte de se dire, ce soir, je vais dormir et je vais être conscient que je rêve quand je rêve. Et donc, vous faites votre méditation le soir, vous relaxez, vous avez l'esprit très clair, etc. Et vous essayez de maintenir cette pensée au moment où vous allez vous endormir. Il y a plusieurs autres techniques, on pourra en parler, mais c'est pas... le plus important, c'est la conscience. On peut tout essayer tout un tas de visualisations, un outar, enfin tout ce qu'on voudra. Le plus important, c'est une conscience claire et vraiment limpide et détendue. Et donc, l'idée, dans cette conscience claire, de se dire, voilà, je vais m'endormir, il faut que je sois capable de savoir que je rêve quand je rêve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on se réveille. Quand on se réveille, on doit se dire, est-ce que j'étais capable ou pas? Au Tibet, avant, c'était carrément même plus que ça. C'est-à-dire, quelqu'un, il ne dormait pas pendant 3 jours ou choses comme ça. Et donc, il était épuisé de sommeil. Donc, il devait dormir complètement épuisé de sommeil. Il y a quelqu'un à côté de lui qui le, qui le réveille de temps en temps pour lui dire, est-ce que tu as saisi le rêve? S'il répond oui, ben c'est bien, mais bon, dommage, je t'ai réveillé, c'est un peu bête. S'il répond non, recommence. Et donc, il redort et il essaie on appelle saisir le rêve, c'est-à-dire prendre conscience qu'on rêve quand on rêve. Et donc, on se lève le matin et on se dit, est-ce que j'ai été conscient que je rêve quand je rêve? La réponse, si c'est non, c'est pas grave. On renforce la motivation. Il faut que je sois capable de saisir le rêve quand je rêve. Et donc, c'est avec cette pensée, avec cette motivation, qui pour le moment est très simple, elle ne demande pas grand-chose, juste un effort le soir et le matin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le rêve est principalement composé des choses qui nous arrivent dans la journée. Vous voyez, il y a différentes parties de rêve, il y a tout un tas de choses. Des rêves un peu prémonitoires, un peu particuliers, sont en général la fin de la nuit, le début du matin. Ça, c'est les rêves qui vraiment généralement ont un sens. Quand on parle des initiations, c'est cette partie de la nuit qu'on regarde. Mais tous les autres rêves, c'est beaucoup le lien avec la journée. Et donc, une technique, parmi tant d'autres, on en verra peut-être d'autres, c'est de euh, amener les choses de la journée dans la vie, disons, nocturne, dans le rêve, dans le monde onirique, comme on l'appellera. Et en fait, si dans la journée, on se pose la question, est-ce que je rêve? Est-ce un rêve?
Et donc, de se poser cette question dans la journée, de manière à plusieurs reprises, de créer cette attitude de dire, tiens, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que ça, c'est pas un rêve? etc. Ça va finalement être amené dans le rêve. Et donc ainsi, on va pouvoir dans le rêve se poser la question. La chose qu'on va chercher, on ne peut pas reconnaître directement l'état de rêve, mais on peut se poser la question, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que ça va? Jusque-là, vous dites l'aspect, c'est clair. Est-ce que je suis en train de rêver? Et si vous arrivez déjà à mener cette question, on va pouvoir y répondre. Est-ce que vous avez une idée? Si par exemple, tiens, on va poser un peu participatif, pas toujours à quelqu'un qui parle sans cesse, on va demander à Marius. Marius, est-ce que tu as réfléchi sur cet aspect du rêve, etc. C'est intéressant parce qu'on rêve tous les jours et c'est un temps qui peut être très, très utile et vraiment extrêmement important si on commence à comprendre qu'on rêve quand on rêve. Alors, Marius, qu'en est-il, le rêve? J'imagine en fait que d'être conscient pendant le rêve, ça provoquerait le réveil en fait. Je pense que Non, non. En fait, c'est une bonne question. On y reparlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui provoque le réveil? C'est pas l'être conscient qu'on rêve, c'est autre chose. Alexandra, qu'en est-il du rêve? La pratique du yoga du rêve, ça fait 1 an. Je fais 1 an, depuis 1 an. Oui, Le soir, je fais la journée à rebours. Je fais ma journée à rebours, je me mets sur le côté gauche, je visualise. Je pars dans mon rêve le plus tardivement possible jusqu'au moment où vraiment, voilà. Et oui, après, quand je suis dedans, au départ, je me souvenais pas. Après, j'ai commencé à me souvenir de mes rêves. Maintenant, si la qualité de sommeil, c'est-à-dire le temps de sommeil est plus important, c'est-à-dire à partir de 7 heures de sommeil, j'arrive à, en tout cas, avoir une qualité de sommeil plus importante. Si je fais des nuits courtes, non. Mais si je fais des nuits plus longues, je suis acteur de mon rêve. C'est-à-dire oui. que je vois mon environnement, je touche mon environnement, je peux marcher, je peux sauter, je peux voler, je peux faire plein de trucs dans mes rêves. Ça m'arrive pas souvent. Je pense que depuis 1 an, ça a dû m'arriver une vingtaine de fois. Oui, c'est bien. Mais justement, il faut essayer de voir. Alors, la question, c'est bien. Toi, tu es acteur de tes rêves, donc c'est très bien. Comment, quand tu as cette question qui apparaît, est-ce que je Oui. suis en train de rêver? Comment tu réponds à cette question? Qu'est-ce que tu fais à partir de là? Déjà, quand j'ai l'impression de rêver, moi, je regarde mes mains. Je regarde mes Ouais, mains, je regarde mes ouais, doigts. Une fois, je vois 5 doigts, je sors, je revois. Si je vois que mes doigts sont complètement tordus ou que j'en ai 7 ou 8, hein, ou je sais pas combien, je suis en train de rêver. Donc là, je suis posée, je suis calme. Parce que les ouais, premières fois, je n'étais pas calme et donc ça me réveillait. ouais, Je très suis bien. calme. Ouais, Juste, je regarde mon entourage, je découvre là où je suis. Quelque chose en général m'intéresse, je regarde, je prends, et après, je peux même partir plus loin dans mon rêve. C'est-à-dire, ok, je suis dedans, donc qu'est-ce que je vais faire? Mais ouais, sans qu'est-ce que je vais faire? Parce que sinon, je me réveille. ouais, Mais plutôt ouais, en étant calme, posé. Ok, je pars, j'y vais, et je reste le plus longtemps possible dans cet état-là. ouais. Et après, une fois que j'ai saisi le fait que je sois dans mon rêve et que je fais ça, il y a un moment, en fait, ça reste pas longtemps. Donc, j'essaye de rester, quand mon rêve se détruit, en fait, d'une certaine manière, Hmm. j'essaye de rester dans cet état de destruction. C'est-à-dire de rien faire et de rester dans un état où ça commence à partir, ça commence à s'effacer. Hmm. Euh, et voilà, et j'ai pas été plus loin. Après, je me Ouais, réveille. c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon début. C'est un bon début, mais on verra qu'on peut aller un peu plus loin. On va demander à Geneviève, tu en es où dans la... Justement, ben ça c'est super, là, on a carrément une pratiquante du yoga du rêve. Alors, Oui, toi, tu en es où dans la pratique, on va écoute, dire, du yoga du rêve? à un moment donné, il y a assez longtemps, je m'étais vraiment consacrée à ça, mais avec des pratiques peut-être, je connaissais pas le bouddhisme, des pratiques chamaniques, où Oui. en fait, si tu veux, je rejoins ce que Alexandra a dit exactement. La technique, c'était quand tu rêvais de Hmm. te conditionner avant de t'endormir pour regarder tes mains. Hmm. Et ça, c'est un truc qui était dans L'Herbe du diable et la petite fumée de Castaneda, ou bien ce genre de littérature. Mhm. Si tu connais ça. Mais en fait, pour être conscient du rêve,
tu te conditionnes, enfin, c'était ça la technique que j'utilisais, tu te Ouais. conditionnes avant de t'endormir pour dire si je rêve, je regarde mes mains. Ok, ok, Et ok, ça marchait dans la mesure où, effectivement, il y a une espèce de rappel de conscience. Je regardais mes mains et après, mais par contre, si tu veux, ouais, il se passait pas grand-chose. C'est-à-dire, je savais que je rêvais, Hmm, mais je ne pouvais pas orienter le rêve comme je voulais. ok, Tu ok, vois, ça prenait ok, très rapidement une tournure où je partais très vite. Quelque part dans une rue ou etc. Et je n'arrivais pas du tout à contrôler le rêve ensuite. ok, Je me ok. réveillais. Ok, c'est bien. En tout cas, vous avez donné des bonnes pistes d'indication pour Marius notamment, puis pour les autres qui écouteront cette vidéo. C'est le premier point. Alors, pour répondre à la question de Marius, qui a posé la question, est-ce que si on se souvient où on est, pardon, est-ce que si on est conscient de son rêve, est-ce qu'on se réveille? La réponse est non. Si on ne s'excite pas, ce qui va nous réveiller, je pense que vous avez expérimenté tous, c'est l'excitation. Donc la première chose à faire, Marius, si tu prends conscience que tu sais que tu rêves, tu as pris conscience que tu rêves, c'est de rester très tranquille. Rester très tranquille. Et j'ai une autre un peu remarque, ne t'approche pas de mur. C'est un peu difficile comme remarque, mais c'est aussi un truc vrai. C'est-à-dire, si tu sais que tu rêves et que tu commences à t'approcher d'un mur, tu vas être happé par le mur, enfin, ce qui arrive des fois, on est happé par le mur et on se retrouve dans notre corps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre derrière l'aspect du yoga du rêve, c'est-à-dire que dans l'aspect psychologique, etc., ils n'ont pas forcément euh, peut-être l'aspect physiologique, on va dire, qu'exprime le bouddhisme. En fait, l'idée, quand on rêve, et c'est très intéressant parce que ça rejoint aussi la méditation, c'est-à-dire qu'en fait, le rêve, c'est un état de conscience qui est différent de l'état de conscience de la veille. C'est aussi l'état de conscience de la méditation. La méditation, plus on va commencer à méditer un peu sérieusement, avec, on peut dire, oui, sérieux, la conscience elle va évoluer en bien ou des fois même en problématique. Par exemple, on peut tout à fait être tombé dans des formes de méditation où l'esprit va changer d'état. C'est-à-dire, on parle des trois royaumes, du désir, de la forme et du sans-forme. On peut tout à fait méditer et sortir du monde du désir et vivre dans le monde de la forme. Enfin, c'est pas qu'on vit, c'est que notre esprit, notre conscience appartient désormais à celle du monde de la forme ou du sans forme. Et donc, c'est un peu ce qui se passe pour les Arabes, des gens comme ça, qui vont rester dans des consciences très élevées, ok, et ils vont plus avoir besoin de se nourrir, et ils vont devenir tout secs, hein, avec les cheveux qui poussent et les ongles qui poussent, mais ils sont avec un corps dans le monde du désir, puisqu'il est né dans ce monde du désir, mais la conscience, elle, a changé d'étape, on peut dire. Et donc, quand on médite, c'est tout à fait ce qui peut se passer. C'est-à-dire, on s'accroche dans un truc, et c'est là où on a besoin de maître pour nous décrocher. Par exemple, il y avait l'histoire avec Gampopa et Milarepa, et Gampopa était très très fier de sa méditation. Il disait, je peux rester 7 jours, ou je sais pas, 15 jours, quelque chose comme ça, sans bouger, sans manger, sans rien, sans dormir et tout ça. Et il était très fier. Et Milarepa, il a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, heureusement que tu m'as rencontré, tu es en train de devenir une déité à longue vie, en fait. L'idée, c'est son esprit changeait pour prendre la forme d'une déité à longue vie. C'est-à-dire que euh, il crée les causes par sa méditation, parce qu'on crée des causes par notre esprit, pas seulement par notre parole, notre corps, mais aussi par l'esprit. Et donc, on peut s'entraîner dans ces formes de conscience, ce qui fait qu'on va renaître. Si on meurt, la conscience, elle reste dans cet état élevé, d'été à longue vie, ou dans des êtres de la forme ou du sans-forme. En tout cas, l'idée, c'est que la méditation, comme le rêve, quelque part, nous amène à vivre un autre état de conscience. Et que dans la vision, on va dire, on va pas dire obscur, parce que ça serait juste, mais un peu bizarre. Mais on parle des différents tantras. Si vous avez déjà entendu parler, on parle des tantras clairs et des tantras qu'on appelle obscurs. Les tantras obscurs, ça va être, dans les écoles de Sarmapa, ça va être Guhya Samaja, Eruka, Shakasamvara, Yamantaka, etc. Donc, tout ce qu'on appelle les tantras obscurs, c'est des tantras qui ne révèlent pas un certain aspect de l'éveil de la conscience, qui est l'union, en définitive, euh, de la forme et du vide. C'est-à-dire que la vacuité peut prendre un aspect formel. C'est l'aspect de Kalachakra. On parle dans l'aspect ici de Tantra qui est clair, qui élucide ce point. On est un peu dans l'aspect des Tantras. Quoi qu'il en soit,
si on ne parle pas de cet aspect parce que c'est un peu assez spécial et on ne va pas rentrer dans le Kala Chakra ce soir. Donc, si on sort simplement dans les tantras qu'on appelle obscurs, qui ne parlent pas de ce point de forme vide, on, euh, on considère que toute conscience a besoin d'un support pour être présente. Comme notre conscience grossière, cette conscience actuelle, elle est supportée par notre corps grossier, les cinq consciences, la conscience mentale. Et donc, quand on rêve, comme la conscience change de statut, de subtilité, elle doit exister aussi quelque part. Et ce quelque part, on l'appelle le corps du rêve. Et donc, dans la vision bouddhiste, on ne considère pas seulement l'aspect psychologique du rêve, avec ce qui se passe dans le cerveau, etc., mais on considère qu'en fait, quand on rêve, au-dessus de nous, enfin, on va dire, se détache quelque part un corps plus subtil dans lequel la conscience du rêve est présente. Et ce corps, pour le coup, il dort, il a les yeux fermés et il rêve. C'est ça l'idée. Et donc, quand on s'approche d'un mur, c'est comme ça, je le comprends, après je peux me tromper, mais quand on s'approche d'un mur, l'idée, c'est qu'on va s'approcher de ce corps subtil, on va rapprocher le corps subtil de notre corps grossier et on va être happé et on va se retrouver dans notre corps, notre ancien corps. On va sentir ce mouvement de ce corps subtil au corps grossier et on va se réveiller. On va dire, ouais, what happened? OK. Et de la même manière, quand on est dans ce corps et qu'on commence à s'exciter, cette conscience devient un peu moins stable et on va retomber dans le corps dans le corps grossier et on va se réveiller. Et donc, sachant cela, il est important de ne pas trop s'exciter. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez parlé des mains, tout à fait d'accord, c'est une possibilité, mais c'est vrai avec n'importe quelle autre chose. Donc, si vous voulez vous entraîner dans ça, il y a un point très simple, c'est premièrement la motivation, l'intention de vouloir connaître qu'on rêve, avoir une forte motivation. C'est comme quand vous voulez vous réveiller, vous connaissez le truc, hein. Si je veux me réveiller à 5 heures, je me programme et à 5 heures, je me réveille. Je n'ai pas besoin de réveil ou quoi que ce soit. Et comme ça, le sommeil lui-même, il se cycle de manière à ce qu'à 5 heures, on ait fait notre sommeil complet. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a cette notion. Et donc, la notion ici, c'est d'avoir cette intention très forte. Je veux être conscient que je rêve quand je rêve. Je veux être conscient, vraiment avec grande intention, grande intensité. Et de se dire, si je n'ai pas réussi aujourd'hui, je réussirai demain. Et si je n'ai pas réussi demain, je réussirai après-demain. Vraiment avoir cette grande... En plus, ça ne coûte rien. Ah, vas-y, Alexandra, je t'écoute. Ce qui m'a aidé aussi, c'est d'écrire ce que j'avais vu. Au Ouais. tout début, au tout début, même maintenant, c'est de rédiger quand je me réveille, dans la nuit ou à mon réveil, si je ne me réveille pas une ou deux fois dans la nuit, d'écrire en fait les couleurs, l'endroit, les personnages, tout Hmm. ce que j'ai pu voir. Et finalement, OK. ça entraîne. Je trouve que ça entraîne. Oui, c'est ce qui est proposé. Enfin, ce qu'il faut comprendre, cet aspect du rêve. Nous, dans le bouddhisme, on l'appelle yoga du rêve, avec des visualisations, des techniques, etc. Dans l'aspect un peu comment on appelle ça? Psychologique, ils appellent ça lucid dream, tu vois, le rêve lucide. C'est un peu ce nom-là. Mais donc, c'est le même, plus ou moins la même chose. En tout cas, mon rêve, c'est une réalité. Et donc, ça peut, c'est prédit, on a cet aspect-là d'écrire, tout ça, c'est présent dans cet aspect-là. OK. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième, c'est je rêve et voilà, je pose la question, je suis capable de me poser la question, est-ce que je rêve? Donc, on peut regarder ses mains, c'est une possibilité, mais en fait, c'est exactement le geste qu'a fait Alexandra. Tu l'as fait sur les mains, mais tu peux faire sur n'importe quoi d'autre. Si, par exemple, je regarde un objet dans mon rêve, je le regarde et je détourne le regard. Même quelques secondes, si je reviens vers cet objet, il aura évolué. Il sera différent. Donc, si c'est, je sais pas moi, si c'est une lampe, ça peut devenir un canard, où la taille va changer, où la forme va changer. Parce qu'en fait, l'idée, ce qu'il faut prendre conscience, et c'est là où on peut aider un peu Geneviève, c'est que quand tu es conscient que tu rêves, tu dois penser, je suis le créateur de ce monde. Je ne suis plus une situation dans laquelle je ne maîtrise rien. C'est moi qui crée tout. Je Mm. crée tout. Je suis le créateur absolu de ce monde. Donc je peux faire exactement ce que je veux. Il n'y a aucune limite à mon imagination, à ma capacité. Oui. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc pour Marius, qui apparemment n'est pas encore un yoga master du rêve, donc le premier point, c'est ça.
conscient que tu rêves, plus t'exciter si tu prends conscience que tu es en train de rêver. Tu détournes la tête d'un objet, tu le regardes tranquillement au début, tu le regardes précisément, tu détournes le regard et tu y retournes. Et si ça a évolué, tu peux être sûr que tu rêves. Donc, première chose, reste tranquille. Reste très tranquille. Et ce que fait Alexandra est intéressant, mais on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Il y a beaucoup plus d'autres choses qu'on peut faire. Donc, on ne va pas dire tout, parce que ce n'est pas encore forcément le moment pour tout le monde, mais le premier point qu'on peut essayer, c'est de transformer. Ça rejoint un peu ce que disait Geneviève aussi. Elle est happée par le rêve. Donc, quand tu es happé par le rêve, tu te poses en un instant et tu dis stop. C'est fini ça, c'est moi qui contrôle tout parce que je suis le créateur de ce monde. C'est-à-dire que s'il y a des tables, des chaises, vraiment pensez ça, pensez qu'il n'y a personne qui les a fabriqués. C'est-à-dire si ça c'est un rêve, il n'y a pas de menuisiers qui ont fait des ébénistes ou je ne sais pas quoi, qui ont fait ce buffet. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui ont planté ces plantes. Si ce n'est mon esprit. C'est le seul créateur. Donc ça, c'est vraiment un point très important. C'est-à-dire que quand on prend conscience qu'on rêve, on n'est pas seulement conscient qu'on rêve, qu'on est dans un monde onirique, il faut être conscient qu'on est le créateur absolu de ce monde onirique. C'est vraiment nous qui créons absolument tout. Et tout est fait d'esprit. Ce qui fait qu'après, on verra dans une prochaine fois, je sais pas, ça dépend de vous, si vous avancez dans cette voie, il y a une phase où on va faire des choses dangereuses. Mais on ne va pas en parler tout de suite. Le premier point, ça va être d'essayer de transformer. Quand vous êtes conscient que vous rêvez, déjà, la première chose, c'est peut-être de... Il y a plusieurs choses. Je veux dire, les deux premières choses, peut-être, c'est d'essayer de transformer les choses. C'est-à-dire, si vous voyez, je ne sais pas moi, une table, vous transformez, tiens, ça, c'est plus une table, ça va devenir une chaise. Des choses simples, pas des trucs complètement mirobolants qui vont nous exciter et puis après, on va encore sortir. Donc, il faut aller tout doucement de se dire, voilà, tiens, une table, hop, ça va devenir une chaise. Ou je vois une personne dans la rue, c'est un homme, hop, ça va devenir une femme. C'est-à-dire, on ne va pas commencer à bouleverser le monde entier, mais à transformer des choses pour prendre conscience qu'effectivement, nous sommes le créateur de ce monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on peut essayer de se transformer soi-même. C'est-à-dire que quand on rêve, il y a l'image de nous-mêmes, qui est la réminiscence de ce que nous sommes, de ce qu'on imagine être, parce qu'on a vu, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de tous ces trucs, mais on imagine être quelque chose. Je, Sylvain, je, Alexandra, je, Maurice. Et donc, cette réminiscence, elle reste un peu dans ce monde onirique. Et donc, on peut essayer de le transformer. Vas-y, Alexandra, je t'écoute. Oui. C'est dur parce que comme souvent la saisie de soi, le fait de se transformer, c'est de se perdre aussi un peu. C'est-à-dire se perdre alors que tu as conscience, ça peut être très perturbateur de se voir transformer. Ça peut être un élément, pour ma part en tout cas, je trouve très perturbateur. Oui, oui, bien sûr, c'est pas facile, j'ai jamais dit que c'était simple, mais ça va vraiment faire prendre conscience que l'image de nous-mêmes, c'est aussi une création de notre esprit. Parce qu'en fait, on peut se poser la question, on aurait pu le dire tout de suite, donc on parle un peu du rêve, bon, c'est arrivé comme ça, mais à quoi ça sert au final? À quoi ça sert de prendre conscience qu'on rêve? Parce qu'on peut se dire, j'ai d'autres choses à faire la nuit que de savoir que je rêve, j'ai envie de rêver tranquillement et tout ça. Et donc, en fait, c'est énorme, parce que c'est une prise de conscience, justement, par rapport à ce point-là, que l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est juste une création de l'esprit. Il n'y a rien qu'on puisse trouver. Ça va rejoindre la deuxième porte. Je pensais peut-être en parler aujourd'hui, mais je me suis dit, c'est peut-être un peu prématuré, parce qu'on vient juste de passer la première, enfin, passer, je ne sais pas, dès qu'on est devant la première porte, on va peut-être rester un quelque temps, au moins d'être sûr qu'elle soit ouverte, qu'on ait pu rentrer, pour attaquer la deuxième, qui est un peu encore plus subtile. Et donc, on y verra tranquillement. Donc, l'idée ici, justement, ça rejoint cette notion un peu de la deuxième porte, c'est-à-dire, ce sont les caractéristiques. C'est-à-dire que, sans rentrer dans l'explication, parce qu'il y a vraiment aussi la même phrase en tibétain qu'on pourra voir sur la deuxième porte, etc., peut-être un peu plus tard, l'idée c'est que les caractéristiques qui semblent être quelque chose qui appartient à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui possède des caractéristiques. C'est-à-dire, par exemple, on peut se dire, oh, j'ai compris, il n'y a pas de jeu. Vous voyez, je n'ai pas de jeu, c'est-à-dire, je ne suis pas ce que j'imagine, etc. Mais en fait, il reste que la saisie de nos caractéristiques
Je suis quelque chose qui est comme ceci. Je suis quelque chose qui est comme cela. Bien qu'il n'y ait rien. Ouais, on peut se dire, j'ai compris, ça y est, c'est bon, ouais, mettez-moi 20 sur 20. Il n'y a pas de jeu, tout est conditionné, on ne trouve rien, etc. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui possède des caractéristiques. Et donc, comme si ces caractéristiques, elles étaient quelque chose, entre guillemets, indépendant, qu'on puisse trouver, qu'on puisse isoler, qu'on puisse définir, qu'on puisse juger, qu'on va améliorer. J'ai amélioré ma méditation, j'ai amélioré ma clairvoyance, je sais pas. Alors, c'est vraiment j'ai amélioré quelques qualités, on va dire, des trucs un peu plus raisonnables. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Ma compréhension du dharma. Alors, j'ai amélioré ma compréhension du dharma. Et donc, ce sont les caractéristiques qui semblent s'améliorer, etc. Et en fait, derrière ces caractéristiques se trouve caché le possesseur des caractéristiques, qui devient encore quelque chose qu'on saisit malgré nous, qu'on imagine que, OK, il n'y a pas de jeu, mais il y a quelqu'un qui possède des caractéristiques. Et justement, cet aspect du rêve va nous permettre de déconstruire cela. C'est-à-dire, si je suis un homme, je veux dire, je suis un homme, je me dis, tiens, je veux devenir une femme dans mon rêve. Et je veux dire, cette femme, c'est moi. Ah, ça bouleverse, exactement le mot, elle est parfaitement bien choisi. Ça bouleverse notre vision de nous-mêmes. Mais on se dit, pourquoi pas, au final? Pourquoi pas? C'est-à-dire que souvent, quand on pense vacuité, on a cette notion de euh, c'est le vide. C'est bien le vide. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi la potentialité infinie. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, c'est pas un vide dans lequel il n'y a rien, il n'y a plus rien, etc. C'est de tout émerge. De tout émerge. Vous voyez? C'est-à-dire que dernièrement, les moines de Gutus ont fait des mandalas, etc. Et moi, j'ai fait une série de photos du mandala, mais non pas à partir du mandala qu'on détruit, j'ai fait comme un film à l'envers. Je suis parti du mandala qui est détruit vers le mandala qui est créé. Pour comprendre que le mandala ne part pas forcément dans le vide, il vient aussi du vide. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc la vacuité peut être compris comme l'infinie possibilité. Et donc quand on fait l'aspect, quand on rêve que on n'est plus nous-mêmes, on est autre chose, on a déconstruit ce qu'on imaginait être et on peut laisser la porte ouverte à tout ce qu'on peut devenir. On pourrait s'imaginer, je suis un canard, je suis une girafe verte avec des ailes. On va dire, on peut imaginer tout un tas de trucs. Et ça fait vraiment un grand choc. Et des bouleversements, c'est le mot exact. Ça fait un choc, c'est-à-dire de transformer l'image de nous-mêmes dans notre rêve. Ça, c'est un autre point. Après, il y a un aspect aussi, c'est que quand on est conscient de notre rêve, même si on est très, très, très conscient de notre rêve, mais un petit peu, on est encore un peu hésitant, ouais, je rêve, mais j'hésite un peu, c'est un autre point qui est un peu à ce cheval dans cette frontière, disons, c'est de se confronter à nos peurs. C'est-à-dire le rêve va nous donner la possibilité, si on le souhaite, c'est à nous de choisir, de nous confronter à nos peurs. Par exemple, on peut des fois être assailli par des ennemis violents ou des personnes des noires ou des gens comme ça qui semblent très méchants et qui vont nous faire du mal, etc. Et on peut leur dire dans le rêve, tu n'es rien, tu n'existes pas tel que tu te présentes à moi, puisque je suis le créateur de tout, et donc toi, tu n'es rien, tu es juste le pur produit de mon imagination. Et donc on peut complètement maîtriser tous ces différents aspects du rêve, un peu cauchemardesque, etc., et vraiment les subjuguer totalement. On se retrouve un peu dans la position des déités qui subjuguent. Vous voyez, on a toujours les déités, elles sont en dessus des espèces de trucs noirs, des démons, tout un tas de trucs, etc., et elles les piétinent. Et en fait, c'est ça aussi que ça nous permet de prendre conscience, que tout ce qui pourrait nous désarçonner dans la vie, par exemple, si on a une décision, tu vois, le matin, je me lève, je vais méditer, je vais faire des choses, etc. Et il y a des obstacles. Hein. Quand on dit des obstacles, en tibétain, il y a un mot très joli, on dit parche. Bar, ça veut dire comme le bardo, c'est l'intermédiaire. Et che, ça coupe. C'est-à-dire, c'est une coupure qui est tellement importante qu'elle devient un gap, qu'elle devient comment ça dit, un clivage, qu'elle devient un espace, un temps, plus ou moins long. Et c'est ça l'idée d'obstacle. C'est-à-dire, on coupe avec ce qu'on avait la continuité. C'est une coupure dans la continuité. Plus qu'autre chose. C'est pas
un mur, ou je ne sais pas, comme on imagine une course d'obstacles avec des chevaux. Non, c'est une coupure dans la continuité. Parce, séparé, et tché, coupé. On a coupé la continuité de notre intention. Et donc, face à ce genre de situation où on pourrait avoir des pensées ou des situations qui amèneraient cette discontinuité dans notre pratique, dans notre intention, on peut le maîtriser. Si dans le rêve, on a pris conscience que finalement, tout cela, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. On a fait l'expérience dans le rêve et on peut en faire l'expérience dans la réalité. Donc ça, c'est un point aussi important. Euh, un autre point, après, ça va être mais peut-être plus tard, je ne sais pas, il faut voir au niveau de l'émotion. Vas-y, Geneviève, je Et t'écoute. ce qu'il faudrait dire, c'est que dans les rêves qui tournent un peu façon cauchemar, ce qui se passe, du moins pour moi, c'est qu'à ce moment-là, quand le rêve devient vraiment une espèce de cauchemar, où bon, tu as des sentiments de peur et tout ce que tu veux, à ce moment-là, je prends conscience que c'est un rêve et je dis, ce n'est qu'un rêve et je dois me réveiller. Fais pas ça, fais surtout pas ça. Parce que tu dois te réveiller, ça veut dire que tu veux t'enfuir, tu vois. C'est un rêve, donc je m'enfuis. Ça veut dire que tu n'es pas sûr que ça soit un rêve. Tu es encore dans cette hésitation. Tu vois, dans la pratique, c'est pas comment dire, je vais dire un mot, mais je sais pas si c'est le bon mot. Pour les personnes comment dire, les pouilles mouillées ou je sais pas, tu vois, la pratique, sont sous sympa, c'est pas où sont héros. Notre chemin, c'est un chemin héroïque. C'est pas un chemin de couardise. On va fuir devant les perturbations mentales, on va fuir devant les difficultés, tu vois. Moi, j'avais un ami, un très très bon ami, Andrea Capelli, qui est un très très grand traducteur, une personne aussi extrêmement qualifiée, et il me disait, à un moment donné, je n'ai pas compris, mais maintenant je comprends un peu mieux, il disait, si tu as peur des perturbations mentales, arrête tout de suite. Le bouddhisme, c'est pas pour toi. Si tu as peur des perturbations mentales, c'est pas ton chemin, c'est pas ta voie. Fais autre chose. Va jouer au golf ou je sais pas, mais fais pas du bouddhisme parce que justement, on peut pas avoir cette peur. On doit créer le courage, la manière d'affronter. Donc, si tu te rends compte que c'est un rêve, tu ne dois pas t'enfuir, je dois me réveiller à tout prix. Tu manques l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif, c'est pas de s'enfuir. C'est, OK, il y a quelqu'un qui m'attaque. C'est un rêve. Génial. Allons-y. Vas-y, mec. Je t'attends. C'est-à-dire que tu n'es rien. Tu es que le rêve. Donc, je vais surtout pas m'enfuir de cette opportunité de, comment on pourrait dire, de démontrer une fois de plus à mon esprit qui me raconte il faut que je fasse attention. On m'a dit, Oui, oui, j'ai un oui, très bon d'accord. ami, France, qui m'a dit, attention, Sylvain, fais attention à ton vocabulaire, des fois, ça déraille un peu. Ouais, donc, on va dire, comment on pourrait dire, qui te raconte des sornettes, ok, ou des choses comme ça. Oui, vas-y, attends. Oui, Alexandre, d'accord. je dis, tu as levé la main, je t'attends après. Oui, vas-y. Comment te dire, le sentiment de peur avec ce que ça implique au niveau désagréable, au niveau physique, dans le rêve, waouh, il envahit tout. C'est-à-dire qu'il y a la sensation, tu vois ce que ça te fait, la peur au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Oui, je le vois bien, mais c'est C'est justement ça la que le sensation que tu rêve va te ressens, quoi. permettre de confronter, tu vois. Le rêve va te permettre de te dire, OK, si tu es d'abord, tu m'as dit, tu es conscient que tu rêves. Si tu as peur, tu as envie de te réveiller, c'est OK. Mais si tu es conscient que tu rêves, tu dois vraiment utiliser cette opportunité pour la confronter. Oh, mon ami, là, il est parti, mon caméraman. Eh oh, coucou. Attends. On va revenir là-bas. Il faut faire attention parce qu'il part en vrille des fois. Ok, ça marche. Donc, euh, tu vois, tu dois vraiment, c'est une très, très bonne opportunité. Tu vois, tu peux te dire, ça c'est bien, c'est aussi ça l'idée. C'est que tu dis, la prochaine fois que ça m'arrive, je vais plus souhaiter me réveiller, je vais souhaiter éliminer tout ce qui me fait peur et le maîtriser complètement. Tu vois. Moi, ça m'est arrivé aussi un truc comme ça. Je peux raconter un petit rêve comme ça pour expliquer un peu cette situation. C'est à un moment donné, je rêvais et j'étais à l'aéroport. Ça, c'est un truc, ça m'a toujours un peu trottiné dans la tête parce qu'en fait, il y avait un truc très, très bizarre. Vraiment, maintenant, on peut le dire, Rinpoche n'est plus parmi nous, mais Rinpoche était vraiment particulier. Je sais pas, Dongé Rinpoche, il avait un pourba. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai toujours imaginé cette scène incroyable. Mais c'est là aussi, on voit Un quoi? un pourba. Un pourba, un pourba. C'est comme cet objet, mais plus gros. Tu vois, ça, c'est petit. Vous voyez, un truc comme ça mais beaucoup plus gros, vraiment un truc massif, quoi.
et en fer, ou je sais pas, un truc comme ça. Et en fait, ce que m'a raconté un jour Philippe Glass, j'étais à lui, on avait été ensemble à Nice. Ok, à Nice. Et en fait, ça, c'est pas une histoire, c'est pas un rêve, c'est vraiment un truc qui s'est passé. Rinpoche, les êtres un peu éveillés comme ça, ils ont une conscience qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire qu'en fait, notre conscience, on pourrait dire, on vit dans le brouillard. On vit dans une espèce de brouillard et on voit trop peu de choses et on est vraiment comme aveuglé en fait. Et les êtres qui sont un peu avancés, bon, je ne sais pas, dans Rinpoche, très extrêmement avancés, ils sont plus dans ce brouillard. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir de manière très précise ce que les personnes perçoivent et ne perçoivent pas. Est-ce que vous comprenez l'idée? C'est-à-dire quelqu'un qui verrait le brouillard des personnes et donc qui voit où les personnes regardent et ne regardent pas. Et en fait, ce que m'a raconté Philippe Gast, c'est quand on passait le poste comment on appelle ça, de l'aéroport, où il y a le détecteur de métaux, etc. Il mettait son pourba par-dessus le truc, il passait le truc sans son pourba, il le récupérait, le mettre dans sa ceinture et passait le contrôle de cette manière. Waouh. Et Ouais, waouh! tu l'as vu? Tu l'as vu? C'est le terme, c'est le terme. Mais c'est ça la subtilité. Déjà, la capacité de le lancer, bon, dans une autre histoire, mais d'être conscient de ce que les gens peuvent voir et ne pas voir. Et de passer comme ça entre les gouttes, incroyable. Donc, il m'a raconté ça. Et à un moment donné, je voulais le voir. Je me suis dit, si je le vois, peut-être ça va troubler le truc et peut-être ça va faire en sorte qu'il va perdre son combat. Donc, j'ai jamais essayé de regarder. Mais Finnegan m'avait raconté ça. Il m'a dit, waouh, Rinpoche, t'as vu, il sort le pourba, il le jette, il le rattrape, il passe le truc. Je fais, what? Bon, tu vois, c'est un truc, c'est une scène qui m'a. Je l'ai jamais vu, mais je l'ai toujours imaginé. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû rêver de ce truc-là. Et donc, je me suis retrouvé avec, justement, à passer l'aéroport comme ça, avec des gens qui me fouillaient ma valise, etc., dans mon rêve. Et, euh, et en fait, dans ma valise, il y avait un couteau que j'ai, c'est un couteau que j'avais acheté aux États-Unis, un couteau noir, un couteau assez important. Et donc, je me disais, on ne peut pas passer la douane, enfin, le truc avec un couteau. Et donc, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. C'est un personnage pas du tout, comment on pourrait dire, pas du tout réaliste, parce qu'ils étaient énormes, énormes et tout noirs, avec un visage noir, on ne reconnaissait rien, etc. Et il me disait, c'est fini, maintenant tu vas aller en prison, etc. On ne peut pas passer avec des trucs comme ça, c'est interdit et tout ça. Et en fait, dans cette situation-là, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'étais conscient que je rêvais. J'étais conscient que c'était un rêve. Et je les ai regardés droit dans les yeux. Je dis, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'une illusion produite dans mon esprit. Je ne suis en train de rêver. Vous n'êtes absolument rien. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Alors qu'ils étaient en train de m'attraper pour me mettre en prison, etc. Et à ce moment-là, bon, j'étais un peu violent à l'époque. J'ai pris mon couteau à l'époque, qui en fait s'est transformé en pourba. Peut-être c'est l'histoire de Rinpoche, je ne sais pas quoi. Et j'ai planté le cœur de ces personnes. Ouais, c'est pas très sympa, hein, pardon. C'est pas dans le cœur de ces personnes, tu vois. Et une fois qu'elles ont été plantées, tout de suite, ils se retrouvés en dessous de mes pieds, tu vois. Et je les ai écrasés comme ça en dessous de mes pieds, tu vois. Et c'est un peu cet exemple-là, tu vois, de, de l'esprit qui est tellement conscient que rien ne peut lui dans le rêve, que même s'il y a extérieurement des choses qui sembleraient des obstacles, etc., ce ne le sont pas. Puisqu'en fait, tu es en train de rêver. Et donc, c'est un peu ce symbole du pourboire qui est là pour dire non, tu vois, vous n'êtes pas réel. Vous êtes seulement une projection de mon esprit. Et donc, vous ne pouvez rien contre moi. Et ce qui était rigolo, c'est qu'ils ne sont pas morts. Ils étaient vivants, mais subjugués. Ce n'était pas contents ni rien, juste sous mes pieds. J'étais là tranquille, je suis. C'était un problème spécial. Mais juste pour présenter cette notion-là, que, euh, on a cette capacité. Donc, n'ayez surtout pas peur de vous confronter, parce que rien ne peut vous arriver dans le rêve. Et justement, la prochaine étape, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais ça vient un peu comme ça. La prochaine étape, c'est de faire des choses vous ne feriez pas dans la réalité. Vous ne feriez surtout pas dans la réalité. Comme par exemple, de se jeter dans un feu ou dans l'eau ou des trucs comme ça. Et donc, c'est vous confronter à des choses qui sont terrifiantes. C'est même plus que transformer, ça c'était la première étape. L'étape suivante, c'est se jeter dans un truc, par exemple dans un feu ou dans un torrent ou des choses comme ça. Et voir ce qui se passe, rien. Et en fait,
il ne se passe rien. Donc, je peux faire ce que je veux, puisque je suis le créateur de ce monde. Et c'est un peu notre réalité. On est un peu le créateur de ce monde. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est pas vraiment la réalité. C'est simplement notre manière de la percevoir. Et ça, c'est un point essentiel. Et c'est une autre leçon du rêve. C'est que le rêve nous fait prendre conscience que notre esprit est incroyable. Il est capable de créer un monde dans lequel on semble que tout ce qui nous entoure est réel et agit comme tel. Par exemple, c'est pas, par exemple, si vous rêvez, vous asseyez sur une chaise, vous asseyez peut-être sur une chaise. Vous n'allez pas vous enfoncer dans la chaise, vous pouvez être assis. Vous voyez. Donc l'esprit, il est capable de jouer comme un grand metteur en scène, en fait, qui va faire en sorte que tout ce qui nous apparaît semble réel, semble concret, alors que ce n'est absolument pas le cas, puisque quand on se réveille, on se dit, ouais, où la chaise? Une Ferrari, je vais gagner une Ferrari, ou je sais pas. Elle est où, Non, il n'y a plus rien. Et tout ça, c'est l'esprit qui l'a créé. Et donc, c'est aussi la leçon du rêve, c'est que l'esprit peut être un extrêmement dangereux manipulateur, en fait. Il a cette capacité de créer un monde qui nous semble totalement vrai, aussi bien dans le rêve que dans la réalité. Puisqu'en fait, ce qui nous fait percevoir, c'est qu'un aspect au travers de nos saisies, de notre euh, pensée de ce que nous sommes ou de ce quelles sont les choses, etc. Mais la réelle réalité, si on la cherche, on ne la trouve pas. On a vu la dernière fois, la première porte, c'est de faire en sorte que la vacuité des choses n'a aucun possesseur, ou en tout cas est libre d'être possédé par qui que ce soit. Et donc, c'est déjà un point très particulier. Alors que nous, on n'est que dans les possesseurs. C'est-à-dire que si on regarde, là, je suis en train de regarder un vase un peu spécial, jaune avec des cœurs. Et donc, on ne voit pas seulement là, et au tiens, je pourrais presque vous le montrer. On peut dire le vase rouge derrière, ça marche aussi. Le vase rouge derrière, on ne voit pas le vase. On voit quelque chose qui possède la forme rouge, la forme ronde qu'on appelle un vase. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un possesseur de quelque chose. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui possède quoi que ce soit. Et ça, c'est le premier aspect de la vacuité. On verra l'aspect caractéristique dans la seconde porte. Mais le premier, c'est le possesseur. Quelque chose qui possède ces caractéristiques. Et comme on le dit toujours, c'est-à-dire on ne va pas simplement penser l'aspect vacuité, mais on doit le réfléchir au niveau de notre esprit. C'est notre esprit. Par exemple, si je suis en colère, ça peut être aussi une aide. Si je suis en colère, on va chercher qui possède cette colère. Parce qu'il semble qu'il y a quelqu'un qui possède, qui est possédé ou qui possède cette colère. Si on le cherche, on n'en trouve pas. Et donc le rêve peut nous apprendre ce genre de choses. Ok, ça c'est un autre point. Un autre point un peu sympa, c'est quand vous prenez conscience que vous rêvez, vous savez, Alexandra, je ne sais pas quoi faire. C'est simple. Tu peux essayer d'aller voyager. Tu vois, c'est-à-dire comme tu rêves, tu peux voyager à la vitesse de la pensée. Et donc, tu peux dire, tiens, je vais aller, je ne sais pas moi, dans une terre pure, je vais aller voir Amitabha, ou je vais aller dans un centre, je vais rencontrer un Rinpoché. Tu peux essayer tu vois, d'aller voyager. Tu vois, ça, c'est un point. Après, une autre chose, tu peux aussi tu peux essayer de demander, tu vois, tu dis, puisque je rêve, ok, j'ai compris, je suis dans le rêve, est-ce qu'il n'y a pas dans cet état plus subtil du rêve, parce que en fait l'idée c'est que on est conscient qu'une partie de ce qu'on rêve, c'est-à-dire comment dire, notre comment dire, euh, le fait, on va dire, le fait de prendre conscience qu'on rêve ne nous permet pas de tout chambouler. Parce qu'après, si on fait ça, c'est un peu trop chamboulant. On ne sait plus quoi faire, on n'est plus dans ce monde logique, conditionnel, etc. Et donc, c'est un peu trop chamboulant. Et donc, après, on est un peu perdu. Donc, on y va doucement. On commence à prendre conscience qu'on rêve et on change des petites choses autour de nous. Et donc, on prend conscience que ok, why not? Je vous forme ce caméraman. Je prenais une photo, vous allez voir, il est super sympa. Il est sur un pied avec un grand truc. Enfin bon, le truc c'est que on est dans un état un peu subtil de la conscience du rêve. Et c'est, on pourrait dire, l'état grossier de la conscience du rêve.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'état grossier de la conscience du rêve. Et donc, dans cet état grossier de la conscience du rêve, on peut aussi extrapoler un monde un peu supérieur. Comme par exemple, dans ce monde-là, on a la chance de rencontrer des maîtres qui sont des êtres qui ont une conscience supérieure. Sinon, on n'irait pas les voir. Et donc, c'est là l'idée, c'est-à-dire cette conscience qu'ils ont développée plus fine, qui nous amène par la méditation, par le yoga, par tout ça, à graduellement prendre conscience d'une telle conscience. Dans le rêve aussi, on peut rencontrer des instructeurs. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. C'était Alexandre. Tu as vu une question. Peut-être répondre d'abord à ta question, puis après, Alexandra, tu avais une question. Tu avais la main pendant longtemps. Je n'ai pas répondu à ta question. Non, c'était un moment quand quelque chose faisait peur. Euh, C'était juste, moi de mon côté, je suis passée par la phase de ridiculiser Hmm, la situation. hmm. C'est-à-dire, je dis une bêtise, mettre un balai à quelqu'un qui a un, une arme ou un leggings à quelqu'un qui veut aller m'attraper ou quelqu'un qui n'a plus de pieds, il a des bananes à la place des pieds. Enfin, des Ouais, choses qui ouais, ouais, ridiculisaient en fait un peu le... Et après, je suis passée en état de compassion. ouais. Ouais. C'est-à-dire, tiens, pourquoi il veut faire ça? Et de plus Hmm. être... euh, euh, en tout cas, plus être dans cet état-là. Ouais, c'est bien. Mais c'est très intéressant parce que ça rejoint ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu agis sur des petits aspects de la Ouais. situation. Tu bouleverses pas toute la situation. Tu n'as pas cette capacité encore. Et donc, dans cet esprit-là, tu peux te poser la question, quand tu rêves, tiens, j'ai pris conscience que je rêve, est-ce qu'il y a des enseignants dans le Ouais, coin, ouais, tu peux dire dans le coin, et ils peuvent t'enseigner des trucs, tu vois. ouais, Ils peuvent t'enseigner des trucs. Après, ouais. tout dépend ce qu'ils vont t'enseigner, mais tu peux essayer pour prendre conscience que, en fait, je pense, que c'est une partie. Je comprends comme ça. Après, je suis pas sûr que ça soit juste, mais c'est un peu comme ce monde. Il est un peu grossier. On a des enseignants. L'état du rêve, il y a l'état de conscience grossière du rêve, et il peut y avoir aussi des enseignants qui sont créés par l'esprit, parce que dans ce monde, il y a des enseignants. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme par exemple, la personne qui te poursuit dans ton rêve, même si tu as la capacité de transformer ses pieds en banane, tu n'as pas la capacité de le faire qu'il disparaisse complètement. Tu peux agir qu'un tout petit peu. C'est-à-dire que le rêve, Ah, c'est-à-dire si le monde après, oui. onirique, suit encore plus ou moins les règles de la réalité dans laquelle on vit. Et donc, tu restes que limité par rapport à ça. Et donc, tu peux trouver comme ça des enseignants. Tu vois. Par exemple, à un moment donné, ça m'arrive aussi un peu dans ce truc-là, il y avait, j'étais très content parce que je volais. Je commençais avec la même notion que Geneviève, je volais. Donc moi, j'aime bien quand je peux voler, c'est super cool. Ouais, je vole et tout, c'est cool, c'était super. Et je volais bien, c'était bien. Et à un moment donné, bon, vraiment pas chercher spécialement quelque chose, mais j'ai rencontré un groupe de yogis. Tu vois, des yogis dans le rêve, avec des longs cheveux, enfin des yogis dans le rêve, un groupe Des de yogis. yogis. Ouais, ouais, des yogis, tu as tout un groupe de yogis. Et, euh, et en fait, ils m'ont appris à faire un truc dans le rêve que je n'avais pas pensé faire. Et donc, vous pouvez l'essayer aussi, peut-être aussi une manière pour vous d'essayer. Et donc, les yogis, ce qu'ils faisaient, c'est, ils prenaient un verre, tu vois, ils me disent, tu prends un verre, tu le poses devant toi, et en fait, tu peux rentrer dans le verre. C'est quoi ce délire? Et en fait, c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire que comme dans le rêve, il n'y a pas de forme physique, tu vois, c'est un exercice de ce groupe de yogis qui est, tu vois, tu poses ton verre devant toi et tu rentres dans le verre. Et donc, tu peux te faire rentrer dans le verre. Et effectivement, ça marche. Si tu poses le verre, tu rentres. Tu vois. Mais ce qui était rigolo aussi, c'est que il faut faire attention que on est encore soumis aux perturbations mentales quand on est dans cet état. Et c'est très intéressant de voir l'aspect limitant des perturbations mentales. C'est ce qui m'est arrivé juste après. Parce que je leur posais la question, et vous, est-ce que vous pouvez voler? Tu vois, est-ce que vous pouvez voler? Tu vois, ils vont dire, non, 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 on peut faire le truc du verre, mais voler même, le grand yogi qui était un peu plus vieux que ça, même lui, il ne risque pas, tu vois. Moi, quand je j'étais coincé. Je n'arrivais plus à voler. C'est-à-dire la pensée de l'orgueil de dire moi je suis meilleur que vous, bande de yogis, ça m'a coupé les ailes, littéralement. Je ne pouvais plus voler. Alors qu'avant, je volais super bien, etc. Et c'est très, très intéressant, ce monde. Quand on commence à, un peu à jouer avec cet aspect du monde onirique et à voir tout ce que cela peut nous apporter.
ça permet vraiment beaucoup d'enseignants et beaucoup d'expérience. Et alors qu'on ne peut pas forcément se le confronter forcément dans la vie. Par exemple, il y avait un maître, il expliquait par exemple les personnes qui ont comment on appelle ça, le post-traumatique, trauma, là, comment on appelle, post-PTSD, PSTD, non, comment on appelle, il y a un nom. Le, Post-traumatique euh, syndrome. ouais, post-traumatic syndrome, tu vois. Et donc, ce genre de personnes, dans le rêve, ils peuvent dépasser certaines choses. Parce que dans la réalité, ils n'ont aucun moyen de soit se confronter à ce qu'ils ont vécu, d'essayer de le vivre de manière différente, d'essayer de l'appréhender ou de vivre de manière différente. Dans le rêve, s'ils arrivent graduellement à prendre conscience que ce trauma post-traumatique, non, comment je dis, ce syndrome post-traumatique, peut-être c'est ça le nom, je ne suis pas psychologue, ce syndrome post-traumatique, il a un aspect de leur esprit, quelque chose de leur esprit qui les bloque dans cet état. Et donc le rêve et la maîtrise plus ou moins, ou la capacité de prendre conscience du rêve, peut finalement les aider à dépasser cet état. Ok. En tout cas, il y a que des bienfaits. Il y a que des bienfaits. Après, il y a encore d'autres rêves où on va dans d'autres dimensions, on rencontre d'autres êtres. Tout ça, c'est possible. Tout est réellement possible. Il y a beaucoup de maîtres qui recevaient des enseignements dans le rêve. Par exemple, si vous lisez la biographie de Dujun Limpa, c'est très clair qu'il a reçu énormément d'enseignements dans son rêve. C'est-à-dire que dans ce genre de personnes un peu terteunes, etc., ils ont ces deux, mais ça c'est OK, on fait encore un nouveau truc. Ils ont ces deux aspects de recevoir des donnants, c'est-à-dire une vision directe des déités, où ils vont recevoir des enseignements directement d'une déité par une vision dans laquelle moi je comprends comme une évolution de la conscience qui leur permet d'appréhender ces mondes-là, et dans le rêve, de manière un peu systématique. Et donc, ce que vous pouvez essayer, c'est aussi un aspect que Rinpoché faisait. Moi, j'ai jamais vraiment compris que Rinpoché faisait plein de choses très particulières, c'est pas besoin de Rinpoché. Notamment, la première chose quand je suis arrivé dans la Sangha de Rinpoché, on faisait un truc le week-end, on faisait une méditation, on faisait un week-end de méditation et on mangeait ensemble, ok? Et après, on faisait une sieste, tout le monde. Et c'est très bizarre pour moi, parce que je connais, moi, j'étais pas du tout dans ce truc Nyingma, je venais d'arriver, et j'avais pas spécialement de sommeil. Je veux dire, c'est un petit peu obligé, j'ai pas l'habitude de faire des siestes, et j'ai pas spécialement de sommeil. Mais en fait, manière très subtile, Rinpoche, on faisait le repas, et donc, il utilisait finalement l'aspect que nous avons fait le matin, la méditation, etc., avec un esprit un peu plus clair, tranquille, pour pouvoir finalement essayer, pour les personnes qui ont un peu l'intention ou quoi, de voir ce qui se passe dans le rêve et de profiter aussi de sa présence. Parce que je pense que quelqu'un qui a une conscience très éveillée, il peut, comment on appelle ça, par son influence, amener un autre état de conscience. Et donc, c'est un point que vous pouvez essayer de temps en temps. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça, c'est pas, je pense pas, c'est pas préjudiciable. Si vous pouvez méditer, vous faites votre méditation tranquillement, et après, vous pouvez faire la dédicace, et vous pouvez vous endormir, vous mettre en position endormie, et d'essayer d'être un peu dans cet état où la conscience subtile qui a été un peu protégée quelque part pendant la méditation vient être amenée à dormir un petit peu, pas très longtemps. Oui, Alexandra, je t'écoute. C'est un moment qu'on était sur le... Je te parle, mais je ne sais plus si je t'en avais parlé. Mais en tout cas, quand à un moment où on est dans les éléments, on médite sur les éléments. Oui. On médite avec toi sur les éléments. Et, et je sais plus, euh, je crois, alors je sais plus, hein, mais je crois qu'à un moment tu me dis, mais regarde le feu, regarde les flammes, regarde le feu, etc. Et en fait, je suis dans mon rêve. En fait, je dis, ok, du coup, je vais méditer sur ça. Je vais méditer sur le feu, sur tout ça. Et, et ce que tu dis, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu médites sur quelque chose de particulier. Juste avant, si tu dors pas trop longtemps après, quelques Mhm. heures peut-être après, euh, en ayant l'intention de ça, Mhm. du coup, c'est plus facile après Mhm. de rentrer dans ça. Et c'était assez impressionnant. Hmm. Non, c'est ça. C'est-à-dire que notre, notre volonté, tu vois, c'est Neljor, c'est s'unir à un état naturel. Et donc, tout doit participer à cela, graduellement.
Et le rêve, c'est venu un peu comme ça, c'était pas spécialement prévu aujourd'hui, mais c'est aussi un point essentiel, parce qu'on passe beaucoup de temps à dormir. Idéalement, il faut dormir 7, 8 heures, etc. Donc, c'est beaucoup de temps. Donc, si on peut utiliser ces temps-là pour vraiment tirer une expérience intéressante, c'est pas du tout négligeable. C'est pas du tout négligeable. Et ça va être de plus en plus facile, de plus en plus accessible, plus la conscience devient tranquille, où on médite, etc. Donc, c'est un point vraiment important. C'est un point vraiment important. Voilà un peu avec Même pour Marius. Marius, les... vas-y, Ah, dis-moi, je pardon. t'écoute, Alexandre. Non, non, Même pas de pour les problème. visualisations, je voulais le dire à Marius, même pour les visualisations des pratiques, par exemple les visualisations de Tara, les visualisations Mahakala, Chenrezig, etc., c'est pratique de les refaire dans le rêve. Parce que du coup, Hmm. c'est développé, c'est plus développé, puisque tu peux faire ce que tu veux, donc tu peux aller plus loin dans les visualisations. Hmm. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que ce terme, il est correct, de dire tu veux faire ce que tu veux. Tu es le créateur de tout l'univers, y compris de la vision que tu as de toi-même. Et donc, c'est vraiment cette liberté absolue. Voilà. Donc, je pense que c'est très intéressant. Et en fait, le truc, c'est que souvent, les gens, ils pratiquent un peu le yoga du rêve, puis ils oublient. Ils oublient à un moment donné de, tiens, j'ai oublié, puis après, on oublie, puis après, on ne le fait plus. Et donc, il faut toujours un peu cette piqûre de rappel à un moment donné de se dire non, je dois essayer de faire des efforts. Quand je m'endors, de toute façon, je dois dormir, je n'ai pas le choix, autant que ça serve à quelque chose. Et donc, d'essayer de faire des efforts, ok, je vais essayer d'être conscient que je rêve ou de me souvenir de mon rêve et d'aller dans cette direction. C'est un point très, 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 très important. C'est un point très important. Et si comment on pourrait dire, si on est un peu sensible à ça, on prend conscience que euh, finalement, la seule chose qui compte, c'est notre état de conscience. C'est vraiment ça qui est la chose la plus importante. Et la méditation nous permet directement d'agir sur cet état de conscience, ce niveau ou cet état ou cette situation de notre conscience. Et c'est là où on peut dire la méditation est vraiment extrêmement importante. Puisque quelque part, si on est bien, si on est bien, si on est heureux, etc., quel que soit ce qu'on vit, on va bien le vivre. Même si c'est des choses qui ne sont pas agréables en définitive, mais on peut bien le vivre. Vous voyez, on peut bien le vivre. Parce que, euh, au final, c'est juste la manière dont, en fait, ça c'est un point peut-être essentiel, c'est que le bonheur et la souffrance. Le bonheur et la souffrance. C'est pas rien, ces deux mots. Mais en fait, il n'y a pas de bonheur et souffrance en soi. C'est simplement une manière de réagir face à une situation donnée. Mais cette manière de réagir, si on n'a pas la capacité de faire évoluer cette manière de réagir, alors on sera nécessairement dans la souffrance. C'est un peu ce que disait Geneviève par rapport à la peur. La peur, c'est une situation dans laquelle on semble perdu, on n'a pas de moyen de faire quelque chose. On se sent menacé, on se sent en danger, etc. Et on n'a pas moyen de faire quelque chose. Et euh, comment dire, la méditation nous apprend qu'en fait, quelle que soit la situation, on peut tout à fait très bien le prendre et être bien. Et donc ça, c'est c'est aussi un signe des maîtres. Oui. Par exemple, à un moment donné, c'est une histoire encore vraie, moi j'ai raconté une histoire vraie, on va dire, pas une histoire drôle, mais c'est Tzirim Boutier. C'est l'année dernière, il est venu à Paris, au Guru Gomsok, avec des objets, vous avez entendu l'histoire ou pas, en tout cas c'est ce qui s'est passé, des objets extrêmement précieux. C'est-à-dire, il a reçu un chapeau de Penon Rinpoche qui était des générations et des générations du Tibet, énormément d'amarou, enfin tout un tas d'objets extrêmement précieux au sens, on va dire, richesse, parce qu'en or, en argent, enfin pas un ou deux, hein, énormément, hein, une pleine valise, hein, une pleine valise de tous ces objets en or, en argent, des objets précieux dans le terme de lignée, des choses qui viennent de 200 ans, enfin des choses qu'il lui-même appelait ses trésors. Il appelait ça ses trésors. C'est vraiment ces objets auxquels il tenait beaucoup. Et quand il est arrivé à Paris, il s'est tout fait voler. Choup, la valise a disparu, plus de valise. Et la personne qui l'accompagnait donc
il était, comme on dit, au quatrième dessous, non, on dit ça, hein, quatrième dessous, un, deux, je pense, quatrième dessous, oui. Il était au quatrième dessous, il était vraiment dépité, il dit, oh là là, c'est terrible, j'ai venu Rinpoche, puis il a perdu sa valise, c'est foutu, tous ses trésors, son truc, son machin, il était vraiment dépité, parce que, pas suicidaire, mais pas loin. Et donc, et je dis, Rinpoche, tu vois, Rinpoche, oh, il doit être très triste, tu te rends pas compte, des choses, on ne peut jamais les retrouver, des chapeaux que Penon Rinpoche lui avait offert, de la lignée, machin truc. Il doit vraiment être extrêmement triste et déçu et dégoûté, quoi. Il pensait comme ça. Et je m'étonnerais personnellement, mais bon, je vais voir. Donc j'ai appelé Rinpoche. Rinpoche, hey, Rinpoche, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il était super joyeux, il était super souriant et joyeux. Donc, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, on m'a tout fait. C'est super, c'est une offrande, comme ça, les gens, ils ont ça, c'est génial. En plus, j'avais développé un peu d'attachement par rapport à ça, parce que je considérais ça mes trésors. Maintenant, je suis libre, tu vois. Ah, c'est tellement bien, je suis tellement content, tu vois. Vraiment, jamais on peut imaginer que quelqu'un qui s'est fait voler un truc, il dit, ah, c'est super, je suis finalement libre de cet attachement, enfin, je suis un peu plus tranquille, etc. Et donc, c'est ça l'idée, c'est que on peut vivre les choses de manière différente. Et ce qui nous permet de vivre ça, c'est la méditation. C'est-à-dire vraiment, quand j'étais à Châtillon, j'ai toujours, tous les semaines, j'essayais de demander aux gens, méditer. Alors, ok, est-ce que vous avez médité aujourd'hui? Non, cette semaine, je n'ai pas le temps. Et la semaine prochaine, ah non, tu sais, bon. Et j'ai trouvé comment on pourrait dire, des bienfaits à la méditation. Ça m'a au moins une demi-heure pour parler pourquoi c'est bien de méditer. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que la méditation, je pense que c'est le seul, je ne vois pas d'autre chose, qui permet de faire évoluer la conscience de manière telle que même dans une situation terrible, comme perdre toutes ses affaires les plus précieuses, etc., on réagit bien. Peut-être pas comme Rinpoche qui est super content et joyeux et tout, c'est peut-être un peu un autre niveau, mais au minimum, on n'est pas triste, on n'est pas écœuré, on ne sent pas un sentiment de perte, etc. Parce que la peur, ça vient de là. La peur, ça vient de perdre quelque chose, soit la vie, soit des objets, soit une personne auquel on tient, soit il y a une notion de perte dans la notion de peur. On a peur de perdre quelque chose. Et donc là, si on peut, par l'esprit, graduellement avancer de manière à ce que, voilà, c'est cool, ok, j'ai tout perdu, mais ça va bien, tout va bien, et c'est tranquille, c'est vraiment un point essentiel, un point essentiel. Ok. Alors, ce que je voulais voir, c'était Marius, qui est un peu très silencieux. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cet aspect du rêve? Est-ce que ça t'a donné un peu des réponses aux questions que tu posais par rapport, si tu te rends compte que tu rêves, est-ce que tu vas, comment dire, euh, te réveiller, etc. Comment tu ressens cet aspect? Ben oui, moi je me rends compte que je suis de plus en plus conscient de mes rêves, en tout cas, je m'en souviens vraiment bien. Euh, j'ai l'impression d'être aussi un peu plus, ouais, un peu plus, de pouvoir un peu plus, ouais, un peu contrôler un peu mes rêves. Des fois, j'ai un peu cette impression. C'est bien, c'est bien, c'est Et- bien. Donc, non, tu vois, il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans ce sens. C'est très, très bien. OK, on a beaucoup parlé aujourd'hui, on va comme un minimum méditer. Alors, on va faire un peu comme d'habitude, on va travailler un peu comment on pourrait dire, au moins les souffles. Et on va introduire un nouvel élément, un peu dans l'aspect de changer les souffles, qui n'est pas un élément facile, mais qui est important, qui est, quand on parle des souffles, on dit on doit avoir un souffle clair. Alors, je vais poser un peu de questions. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, avoir un souffle clair, un souffle lumineux, bon, il peut dire ouais, clair. Selwa, ça veut dire clair. Non, mais Geneviève, qu'est-ce que tu en penses? Quand je dis, il faut que tu respires un souffle clair. Qu'est-ce que tu... Qui n'est pas, je sais pas, obscurci par des perturbations mentales, je sais pas, oui, Mais le souffle, c'est pas l'esprit, toi. Comment le souffle peut être obscurci par des perturbations mentales? le souffle, comment il peut être? Ben, disons que le souffle, c'est pas le support de l'esprit. C'est pas faux, c'est c'est ce qu'on dit. On dit c'est la monture de l'esprit, etc. Dans cette Voilà, tradition. bon, Mais qu'est-ce que ça veut dire le souffle qui serait obscurci par des perturbations mentales? L'esprit peut être obscurci par des perturbations mentales, mais le souffle lui-même.
Ah, le souffle en tant que souffle. Parce qu'on dit, il faut un souffle doux, il faut un souffle complet et un souffle clair. Un souffle complet, un souffle clair et un souffle comment? Doux, doux, Ah, long, d'accord, doux, ok. doux, doux. Complet, complet, ça veut dire qu'il est complet, il n'est pas stoppé, il est complet, ok? Il est doux, maintenant il est clair. Donc qu'est-ce que vous avez dire par vous clair? Clair, peut-être ça a quelque chose à voir avec la régularité, l'harmonie, dans la fluidité, dans le souffle. Si par exemple, Ouais, ça peut être une réponse, ça peut être une réponse, on va voir un peu ce que disent les le autres. souffle est Ouais, saccadé et irrégulier, ouais. il y a peut-être des parties qui s'obscurcissent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça fait peut-être comme un accordéon. Euh, Ouais, mais il faut qu'on puisse le contrôler. Donc, il faut trouver le moyen d'avoir un souffle clair. C'est-à-dire, c'est pas seulement une situation où on n'essaye pas de, il est saccadé, on peut rien faire. Il faut agir sur l'aspect de clarté du souffle. C'est pas facile. Moi, je n'ai jamais trop parlé, ni même mis l'emphase là-dessus, mais je pense qu'on doit en parler un minimum pour pas faire des choses qui soient pas justes. Donc, si on met cet aspect de clarté du souffle. Quand tu utilises ce terme, en fait, en médecine ou un truc comme ça, quelque chose qui est clair, ça veut dire que le bruit, l'écoulement, c'est net, c'est sans bavure. Ouais, ok. C'est Ok, parfait. tu peux penser de cette manière-là. Ok, on va Parfait. voir un peu. Alexandra, comment tu en penses quand on dit le souffle doit être un souffle clair? Bah, après, tu sais, un peu comme ton objet de méditation, c'est-à-dire que tu portes ta, en tout cas ta conscience sur ce support-là et qu'il soit fluide, lumineux, et qu'il aille au bon endroit. Euh, Ouais, ça c'est intéressant, c'est-à-dire ça c'est très intéressant. Ce que tu es en train de dire, c'est le souffle est un objet et en fait il faut rester, il y a un aspect qui est conscient de cet objet. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant dans cet aspect-là. Marius, qu'est-ce que tu en penses quand on dit on doit avoir un souffle clair? Ben, moi, ça me fait penser aussi un peu à la conscience, en fait. J'ai l'impression que j'inspire enfin, la conscience se pose sur le souffle et j'inspire le souffle comme la conscience, en fait. Quelque part, je ne me détache pas de la conscience, enfin, avec la Ouais. sensation du souffle. Ça me fait penser à ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, je pense que tout le monde a des bonnes réponses, c'est des réponses très intéressantes. Mais il n'y a pas de réponse toute faite, c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir. Et ça, c'est aussi un point très important. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponses faites qui vont s'exprimer en un mot et voilà, il n'y a que ça à dire. Non, tout ce que vous avez dit, je pense, est juste et correct. Le, le seul chose qu'on va insister maintenant, c'est-à-dire, on ne va pas être conscient simplement du souffle, comme souvent on a cette tendance. C'est une tendance un peu, on va dire, une tendance qu'on a, c'est quand on veut sentir les choses, vraiment ressentir la sensation du souffle qui rentre, qui est doux, on a tendance à fermer les yeux. On a tendance à fermer les yeux et à essayer d'être conscient que du souffle. C'est-à-dire que notre esprit est concentré que sur le souffle, comment il n'est pas, et d'essayer de... Et en fait, on va essayer de faire l'opposé absolu. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est on va essayer, c'est pas simple, pourtant on n'en parle pas tout de suite, c'est d'ouvrir les yeux quand on inspire. C'est-à-dire que faire en sorte qu'on va inspirer, mais la difficulté, elle est où? Et pourquoi on n'a pas fait ça tout de suite, vous allez me dire? Parce que quand on ouvre les yeux, on peut être extrêmement distrait par tout ce qu'on voit. Et donc, c'est ça la subtilité. C'est-à-dire, c'est graduellement, c'est pour ça qu'on l'a fait en général. Enfin, on a vu l'aspect d'ouvrir graduellement les yeux, etc. Donc, moi, je vous conseillerais peut-être pas d'ouvrir les yeux directement extrêmement grands et de changer de tout au tout, mais tout doucement, avec comme une évolution, d'essayer de quand on inspire, d'ouvrir un peu les yeux et d'amener de la clarté dans les consciences qui vont amener que le souffle est clair. Et donc, c'est un peu la réponse de Marius. Qu'est-ce qui va amener le souffle clair? C'est la clarté de la conscience. Mais la clarté de la conscience, ça veut dire l'ouverture de la conscience sans être
on pourrait dire, embarquée dans tout ce qu'elle peut voir, ou sentir, ou entendre, ou etc. Donc, c'est là la subtilité. Et donc, il faut y aller doucement. Néanmoins, il faut que, graduellement, on se dirige vers cela, parce qu'on a à voir les qualités du souffle. C'est-à-dire que si on ne réunit pas les qualités du souffle, que sont l'aspect complet, on peut dire la complétude, la douceur et la clarté, le souffle n'est pas réellement le souffle correct. Et donc, c'est pourquoi on doit amener cette clarté graduellement. Et donc, aujourd'hui, on va faire un peu cet exercice, c'est-à-dire on va essayer, quand on inspire, quand on expire, c'est moins problématique, parce qu'on inspire, on détend, pas fermer les yeux toujours, mais on est dans plus dans cet aspect de détente, etc. C'est moins problématique. Mais quand on inspire, on va essayer que l'inspire, il amène cette clarté dans la conscience. C'est-à-dire d'être capable de percevoir sans faire ce qu'on appelle nielen. Ça, c'est le gros difficulté. On le verra quand on va parler des yeux. Une fois qu'on a fini de poser complètement le corps, la prochaine étape, c'est les yeux. Et les yeux, le travail des yeux, c'est d'être capable de voir sans faire cet aspect de nielen. C'est-à-dire, comment dire, un objet, par exemple, c'est pas un objet très naturel, mais bon, peut-être une fleur, ça sera peut-être plus sympa. Ah oui, tiens, très bien. Une fleur, elle est où la fleur? Elle est là. Hop, ok. Ok. Supposons qu'on ait une fleur. Hein, bien, on a une fleur. Ok. Que veut dire nielen en tibétain? Nielen. Nie, c'est-à-dire la conscience visuelle, elle vient proche de la fleur. Ok, ça c'est nie, elle se rapproche. Et len, elle prend quelque chose. Et quand on fait ça, si vous essayez de faire ça avec une fleur à côté de chez vous, vous allez voir que tout le reste disparaît. C'est comme si je regarde la fleur et je prends la fleur, c'est-à-dire que quand j'ai dans cet aspect de retour vers là, tout ce qui est autour de la fleur, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est flou, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je prends juste la fleur. Et là, il y a une connexion entre l'objet et la conscience. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est pas ça. C'est ni de se rapprocher de la fleur, ni la prendre. Vous voyez? Et de rester dans cet état où on dit nielen, mais pas. Nielen, on a vu, mais pas, il n'y en a pas. Et donc, quand on va essayer d'inspirer, donc on va faire ce travail d'inspiration qu'on fait d'habitude, on va essayer de garder les yeux ouverts sans qu'il y ait de mouvement vers quoi que ce soit. Ni même, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'essayer en fait qu'on est dans la conscience visuelle, mais on ne va pas essayer non plus d'en mettre une emphase cette conscience visuelle. On va essayer d'être dans toutes les consciences. Un peu l'exemple qui est pris, les consciences, c'est un peu comme une maison avec 5 fenêtres ou 6 fenêtres si on considère la conscience mentale, ou on peut dire ça, et au centre, il y a un singe. Et le singe, il va dans une fenêtre, il regarde un truc. Il va dans une autre fenêtre, il sent un truc. Il va dans une autre fenêtre, il écoute un truc. Et donc, il ne peut jamais être au centre et voir, écouter, sentir, etc. Il y a toujours une conscience qui prend le pas sur les autres. Et donc, dans notre travail d'amener de la clarté de la conscience, ça va être de ne pas faire bouger le singe. Le singe, il reste au centre, les fenêtres sont ouvertes, mais il ne va nulle part. Et graduellement, quelque part, la maison rapetissit et il peut tout entendre, voir, sentir en même temps. Ça, c'est l'objectif. Mais c'est encore plus compliqué que poser le corps de lui-même, on est dans l'esprit. Mais bon, l'objectif, c'est un peu ça. En tout cas, est-ce que vous avez bien compris? Vous pouvez essayer l'exemple. Surtout cette fleur, vraiment, ça marche bien. Regardez la fleur et après, oh, je ne vois que la fleur. Est-ce que vous comprenez? Je regarde un truc, mais laine. Tout le reste disparaît. J'ai oublié même, j'étais en train de faire un cours sur la chaîne là. J'ai tout oublié. Il n'y a plus que la fleur. J'ai pris la fleur. Rien d'autre. Tout le reste s'évanouit. Donc ça, non. Je regarde, mais j'essaye de faire en sorte de ne pas y aller. C'est pas facile, hein. Vous avez la conscience, on a l'impression qu'elle est là. Ah non, n'y va pas, hop, n'y va pas, non. Ça fait un peu comme une espèce de va-et-vient, etc. Donc c'est là-dedans où on va s'entraîner. Donc quand on va inspirer, pour amener de la clarté dans le souffle, c'est de cette manière on va essayer d'inspirer. Est-ce que c'est clair? Peut-être un tour de roue pour être sûr que ça marche. Marius, est-ce que c'est clair cet aspect? Oui, ouais, c'est clair. Oui, j'ai bien compris. Faut regarder sans regarder, quoi. Oui, tu peux dire ça. C'est-à-dire, on va toujours avoir une espèce de vision panoramique.
Mais en même temps, ce qui va être, bon, peut-être j'en parlerai une autre fois, mais il y a des effets qui vont apparaître aussi dans cette vision panoramique. Avec les éléments, ça va évoluer aussi quelque part. Mais bon, c'est une autre question. En tout cas, c'est ça l'idée, c'est-à-dire d'essayer d'être conscient qu'on est dans le nier-laine. Nier proche, laine on prend. Hop, et voilà, je suis là, non, je lâche, je ne suis plus là-dedans. Et donc, mais je suis clair, tout clair, les oreilles, le nez, la bouche, etc., tout est ouvert. Ok. Donc, quand vous inspirez, essayez d'avoir ce sentiment d'ouverture. Ok. Et c'est ça qui va amener de plus en plus de clarté et qui va amener que le souffle, il a encore une autre nature. Vous voyez? En fait, il y a beaucoup de choses à travailler parce qu'on a vu la dernière fois, la compassion ouvre les canaux, ouvre les choses. Mais c'est ouvert, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend quelque chose qui est clair, qui est complet, qui est doux, ou est-ce qu'on prend quelque chose qui n'est pas complet? On a beau être ouvert, si on ne prend pas quelque chose de parfait, ça ne l'aura pas non plus. Et donc, c'est un autre aspect. OK? On va faire un tour de roue. Alexandra, ça va? Est-ce que c'est clair ce point? Oui, c'est OK pour moi. OK, très bien. Geneviève? Oui, vas-y, tu as une question? Euh, En fait, j'arrive jamais à méditer les yeux fermés. J'ai toujours les yeux ouverts parce que dès que je ferme les yeux, je m'endors carrément. Ça, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne habitude. Quand C'est une j'ai bonne les, habitude. quand j'ai les yeux ouverts, je ne regarde pas les choses. Ma Mhm. conscience ne s'engage pas sur les objets. Tu vois Voilà, ce que je ça. veux dire? Et est-ce que c'est ça que Tout à tu... fait, c'est ça l'idée. Tu regardes les choses et en fait, l'idée, c'est plus que ne pas regarder, c'est ne pas s'approcher d'eux. Tu vois, de ne pas se diriger vers eux, toutes les consciences, de rester un peu en retrait sans se diriger et encore moins prendre. Tu vois, ça, c'est le pire. Parce que Oui, quand tu prends, tout reste disparaît. Donc là, tu ne vas pas vers là-bas, tu restes tranquille. Tu vois. Et l'esprit, on va voir, il est très rapide, il va vouloir. Mais en fait, la conscience la plus rapide, c'est pas la conscience visuelle, c'est la conscience auditive. Mais bon, c'est une autre question. En tout cas, le truc, c'est que on va essayer de ne pas faire ça. Et donc, d'inspirer avec les yeux en fonction de notre capacité ouverte, peu importe, il faut qu'on soit quand même un peu concentré sur ce qu'on fait, mais plus on peut avoir ce sentiment d'ouverture, plus ça va nous aider. Et donc, le corps aussi, comment on peut dire, il va être comment on peut dire, l'incarnation de cette idée. C'est-à-dire, quand on va inspirer, on va avoir ce sentiment, le corps qui s'ouvre, avec les consciences qui sont ouvertes. Vous voyez, je ne fais pas bien, hein, c'est comme ça. C'est un exemple pour montrer l'aspect de un peu étirement, ouverture et cette volonté de vraiment prendre quelque chose de clair, etc. Un peu comme si on exprime l'idée qu'on veut aller vers la lumière. C'est un peu ça le pratiquant spirituel. C'est quelqu'un qui se dirige vers la lumière, qui n'est plus ébloui. Hein. Vous connaissez l'histoire avec le bardo Todol, c'est-à-dire il y a des lumières sombres qui sont les mondes des renaissances, les enfers, les hommes, etc., qui sont attirants parce que c'est un peu sombre, c'est un peu cosy, c'est un peu comme ça. Et il y a les lumières éblouissantes qui sont en fait la réalité de nos consciences ultimes. On appelle l'inesheba. Et c'est cette lumière aveuglante qui finalement nous fait peur, qui n'est pas agréable. Mais notre attitude en tant que pratiquant, c'est de ne pas avoir peur, d'aller dans la lumière. Donc, d'aspirer la lumière, d'aspirer à la lumière et d'inspirer la lumière quelque part. Et donc, c'est un peu ça notre démarche. Et donc, l'ouverture à cette lumière. Et plus on est ouvert, plus on aura cet aspect lumineux. C'est pas pour rien si les saints, ils ont tous des auréoles ou des auras lumineuses, etc. Les Bouddhas aussi. Cette lumière est en eux et donc, elle surgit par leur port de la peau. Et donc, à un moment donné, ils ont même dit, enfin, je sais pas si c'est bien dans le jeu. Vas-y, Alexandra, oui, je t'écoute. Je vais dire une bêtise. Vas-y, je t'écoute. J'ai une question, Oui, justement, sur les vas-y. tintins qu'on voit. Au niveau des Bouddhas, tu sais, tu as un premier cercle et Ouais, après, tu as un deuxième cercle au niveau ouais. du corps. Euh, Est-ce que tu peux juste peut-être éclaircir un tout petit peu ces deux En fait, aspects? c'est ce que j'allais te dire. Mais en fait, le truc, c'est Ah, que il est dit que quand tu prends, tu vois, le souffle pur, vraiment propre, et que les pores de la peau sont ouverts, il y a de la lumière qui sort des pores de la peau. Tu vois. Et en fait, chaque chakra, je pense, les différents 7 chakras, vont émaner certains différents types de lumière. Puisqu'en fait, il y a un lien entre les chakras et les différentes consciences, et les différentes lumières. Tu
tu vois. Donc, je pense certainement, c'est pas que la tête, il y a un cercle, l'autre, c'est un autre cercle. C'est simplement que sur la tête, si tu veux, tu as un cercle quelque part autour des chakras qui composent la tête, c'est-à-dire justement le sommet de la tête, le, le troisième œil, ce qu'on pourrait dire, ou cette partie-là, et la gorge plus ou moins. Et le corps, il y a d'autres chakras. Peut-être commencer par la gorge, le cœur, le nombril et les autres qu'on appelle l'endroit secret autour de ça. Et donc, c'est ça, si tu veux. Ça illustre quelque part la lumière qui sort par ces différents pores de la peau. Je pense que c'est ça. Et c'est ce qu'il dit. Il dit vraiment, c'est si vous attrapez le souffle, vous pouvez ressentir comme quelque chose qui sort par les pores de la peau. Et si c'est vraiment un souffle propre, ça va sortir de la lumière. Je ne sais pas si on le voit dans la journée ou s'il faut dans la nuit, ça, je ne sais pas. Je me suis jamais trop posé des questions. Bon, donc, c'est ça. Tu vois, l'idée, c'est ça. Donc, on va essayer de faire ce travail-là, ok, de vraiment essayer d'amener cette lumière, ok, de vraiment être dans cet aspect, d'être ouvert à la lumière, à la clarté, de vraiment ressentir ça. Et donc, à chaque fois, on a une séance un peu très précise sur un point, mais on n'a pas tellement le choix. Il faut voir chaque point un par un. Et quelque part, une fois qu'on a un point, puis un autre point, puis un deuxième point, l'aspect devient de plus en plus complet. Et toutes ces petites oui, quelque part, subtilités, détails, prennent tout leur sens. Ok, on est parti. Alors, on peut être comme ça ou on peut être un peu cool. Pour aujourd'hui, on peut changer un peu, on peut être un peu cool. Ok, et on va faire ce travail. Donc, on peut prendre peut-être, quelle heure est-il? On va regarder un peu l'heure. Où est 36? On peut prendre peut-être 2 minutes pour se poser un peu, ok, comme on fait d'habitude. On se pose un peu tranquille, 2 minutes. Puis après, on va faire ce travail de l'inspiration, mais en ouvrant, en fonction de notre capacité, les yeux. On essaye, hein. Donc, on se relaxe un petit peu, quelques minutes, puis on va faire ce travail. Ok, on va faire tranquillement. Donc, on va aussi insister sur l'aspect de vraiment expirer complètement, complètement même un peu rentrer le ventre, essayer de coller, on va dire, la partie extérieure du ventre à la colonne vertébrale, d'inspirer vraiment, expirer complètement, 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 et donc ensuite remplir de manière complète également. Ok, on va insister sur ces 2 points. Donc on expire. On inspire. Et on va expirer tranquillement.
C'est moi.
OK, ça va? Vous avez fini? C'est bon? Tout le monde a fini? OK. On va faire l'exercice comme on fait d'habitude sur le mouvement au niveau du dos pour essayer de, comment on pourrait dire, redresser le dos, quelque part, redresser le dos, de ne pas trouver dans une situation où notre dos est déséquilibré, etc. On pourra en parler, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais petit à petit. OK, on va déjà faire ce travail. Donc, comme on fait d'habitude, on met les mains et on va tout simplement faire ce travail. On pose les mains devant soi, hein, donc on pose les mains devant soi, et on va expirer complètement. Toujours comme on dit, on amène cette partie du ventre collée sur la colonne vertébrale. Donc vraiment, on pense on sort totalement l'air. Vraiment, on se vide comme une bouteille de coca. Vraiment complètement. Mais on garde le dos droit, hein. On inspire. Et on va expirer. On va. Là. On inspire, on va expirer en se déplaçant. Inspire. Et on sort, on expire. On inspire. Et on relâche les mains. Tout doucement le dos. Et on amène les mains. On reste un peu relax.
OK. Alors, on va faire un peu un tour de roue. Comment ça a été? Qu'est-ce que la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Marius, est-ce que tu as senti une différence si tu essayes d'ouvrir les yeux quand tu inspires? Oui, oui, je sens que ça apporte plus de clarté. Ouais, effectivement, ça m'aide à, à pas partir trop plus, en tout cas, enfin, à moins partir. Hein. En fait, vous devez vraiment sentir, c'est un exercice. On s'y donne, on a envie de dire corps et âme. Vous voyez ce que je veux dire? On se donne corps et âme. C'est vraiment penser, je sais pas moi, c'est comme si vous étiez tombé dans une mare de mazout ou quelque chose comme ça et que vous devez vous laver de ce mazout. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas faire, oui, vraiment vouloir être totalement propre. Vous voyez. Et donc, cet exercice, on appelle de changement de souffle, il faut vraiment le vivre comme une situation où on va se purifier, toutes les choses négatives, tous les problèmes, toutes les pensées, tout ce qu'on pourrait imaginer, on s'y donne corps et âme. Et donc, quand on dit corps et âme, c'est vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que les yeux, on va ouvrir, on va prendre cette énergie lumineuse, ces consciences claires, le souffle, on va penser à un souffle clair, et le corps lui-même, il va devenir ce mouvement d'inspire et d'expire, d'inspire et d'expire. Vous voyez? Donc c'est vraiment pas du tout anodin. Je ne sais pas si ça paraît anodin ou pas, mais en tout cas, ça l'est pas. Si vous avez des doutes, ouais, est-ce que c'est... non, c'est pas anodin. C'est comme si, vous dites, vous tombez dans une tube de mazout, vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous dites, tiens, passe-moi un coton-tige, et puis ça va le faire. Non, on doit vraiment s'y mettre à fond. Et donc ça, c'est un point important. Cette participation du corps, cette participation des yeux, des consciences, et d'essayer d'être, de ne pas être troublé par cet aspect de niélène. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les yeux, mais en même temps, tiens, moi je vois par exemple, ma souris blanche qui se balade, enfin, elle ne se balade pas, mais elle est là, et j'ai envie de voir, tiens, je la regarde. Ah non, non, oui, une niélène, il ne faut pas la regarder. Donc j'essaie d'ouvrir un peu, c'est cette lutte un petit peu, mais c'est normal, on s'entraîne, on n'est pas ni des yogis ni rien du tout. Donc on est dans l'entraînement, et donc on doit comprendre comment bien s'entraîner et s'entraîner, c'est l'idée. OK. Alexandra, comment tu as pensé? Est-ce que tu faisais ça avant? Est-ce que tu ouvrais les yeux ou est-ce que c'est nouveau? Là, j'ai déjà fait avec les... Des fois, je fais les yeux ouverts, des fois, je fais les yeux fermés. Mais Ouais. c'est vrai que sur les yeux ouverts, il y a cette ouverture, en fait, qui est pas centrée sur soi, mais sur un tout, Mhm. qui fait que... et puis, il n'y a plus la saisie de ce qui se passe Ouais. autour, mais vraiment d'être, juste d'être dedans. Ah, c'est ça. Ça, c'est très, très bon, une bonne expression. Être dedans. Voilà, vraiment, c'est un exercice qui est très important. Il faut être dedans. Il ne faut pas être à côté, ça, c'est clair. OK. Geneviève, est-ce que tu faisais avant cet exercice des yeux ouverts? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas vraiment? Écoute, j'ai toujours fait cet exercice les yeux ouverts, donc ok, pas de problème pour pas saisir le truc, ça me procure une certaine stabilité, de toute façon d'avoir Hmm. les yeux ouverts si tu veux. Je me suis aperçue que peut-être en le faisant un peu, avec un peu plus d'application qu'avant, c'était beaucoup plus facile à l'expire d'avoir le souffle entre guillemets clair. Parce qu'à Hmm. l'inspire, je pense, enfin, qu'il y a plus ou moins consciemment une impulsion qui doit être donnée, je ne sais pas, tu vois, pour inspirer, c'est un mouvement un peu volontaire, alors qu'à Ouais. l'expire, tu lâches. Ouais, mais ça, c'est complètement normal. Tu Ça, c'est vois, complètement donc à normal. l'expire, j'ai l'impression que le souffle, il est beaucoup plus clair dans le sens où il est hyper, je ne sais pas comment te dire, mais Moi, je comprends ouais, tu complètement vois ce ce que que je tu veux veux dire. dire, quoi. Ouais. Complètement. C'est cette notion-là, parce qu'à l'expire, justement, tu relâches, il n'y a pas de Oui, tension, justement, c'est ça. Et exactement. c'est tout à fait juste, tout à fait juste. Et après, le truc, c'est quand on fait ce mouvement, qu'on a fini, etc., on doit essayer de continuer cet esprit. Et dans la méditation, c'est cet aspect subtil qui va devenir extrêmement important. C'est ce qu'on doit chevaucher pour amener notre corps à se poser. Parce qu'on ne peut pas juste dire, il faut que j'expire pour être relax. Non, à un moment donné, il faut inspirer. Et donc, je ne peux pas qu'inspirer non plus pour être clair. Il faut respirer. Donc, on n'a pas le choix. On doit faire avec cette dualité de l'inspire et de l'expire. Et on ne peut pas en faire fi en disant eh, je ne vais pas penser à ça ou je ne vais pas m'en. Non, on en a besoin. Et donc, il faut arriver
à quelque part comprendre cet exercice de manière très ample quand on fait ces mouvements, etc. Oui, d'accord, il est reparti, notre ami, là. OK. Donc, quand on fait ces exercices de manière très ample, mais en même temps, je vais mettre ici peut-être, OK? En même temps, nous devons le faire la même chose de manière très fine, très subtile dans la méditation. Et de plus en plus fine, de plus en plus subtile. Mais d'en être conscient. On ne peut pas ne plus être conscient de cela. Et donc ça, c'est un point très, très important. Très, 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 très important. Et moi, je vous encourage à vraiment faire cet exercice le plus possible. Le matin au réveil ou le soir avant de dormir, ou si vous sentez qu'il y a des troubles, etc., tac, tout de suite, OK, je vais faire le travail sur les sous, faites que ça, vous vous posez, vous faites que ça, vous ne faites pas d'autre chose, ça va vraiment être une aide. Oui, vas-y, Geneviève. Je dirais que, bon, que l'esprit ne s'engage pas dans la vision, c'est pas Oui. si compliqué que ça. Par contre, faire en sorte que l'esprit ne s'engage pas sur les sons, Je l'ai dit, c'est ce que je te disais. c'est C'est ce vachement que plus. je te disais. Là, mon mari est en train de cuisiner, si tu veux, et j'entends tous les bruits des casseroles, Oui, et c'est hyper dur de bien sûr. pas entendre quelque part. Bien sûr, c'est ce que je disais, la conscience visuelle, c'est pas la plus rapide, c'est la conscience auditive la plus rapide. Ouais, Et donc, c'est là où on va ping, tout de suite partir, et ouais, d'attraper et de revenir. Faire le même geste. Mais ouais. avec les yeux, on s'en rend compte, on comprend, parce qu'en fait, les yeux nous amènent un objet qu'on peut finalement assez grossier, qu'on peut focaliser, et on peut comprendre la différence de focus qu'on a entre l'objet qu'on regarde et l'extérieur. Il y a un côté flou et un côté net. Le son, on ne sait pas. On ne peut pas vraiment percevoir un son de manière comme visuelle. Donc c'est quelque chose, la conscience du son, elle ne nous permet pas la capacité de comprendre la différence entre le silence et le son. Et donc on ne peut pas faire vraiment la différence. Mais elle est extrêmement rapide. Ouais, alors partie là. Et donc c'est pour ça que ça va être le gros travail. C'est vraiment de ne pas partir et d'attraper, de ramener. Ouais. Et ça va être notre un point très, très. Mais bon, ça ne vient pas de suite, on n'est pas du tout à ce stade, hein. Nous, on est l'Ulan Babsou Japa, hein, je continue toujours, poser le corps de lui-même. Ça, c'est toutes des méthodes, tous des différents aspects qui vont nous amener à poser le corps de lui-même. Et quand on en est là, on peut parler des yeux, on peut parler de l'environnement, et finalement, on en viendra après de la conscience. Mais on en est loin encore. On n'est pas encore à ce stade. On est vraiment l'Ulan Babsou Japa. Mais tout ça, c'est notre travail, j'ai envie de dire. Parce que quand on médite, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Bon, ils ont mis des tapis, des trucs, mais c'est vraiment juste parce qu'ils ont envie d'avoir des choses. Honnêtement, on n'a besoin de rien. Et donc, tout le matériel avec lequel on est, finalement, où on travaille, où on va faire des choses, est-ce qu'il veut se déplacer un peu, peut-être, un peu, non? Ça te dirait? Ouais, merci un peu plus. Non? Si? Non? Bon, on verra. Tout le travail, c'est ce qui se passe dans notre corps, les sensations, les différents aspects de la conscience, toutes ces différentes subtilités. Ce qu'on appelle secret. Quand les gens disent c'est secret, secret, il faut rentrer, il y a un code, un truc. Non, c'est secret parce que c'est subtil. C'est comme si vous essayez, je sais pas moi, d'attraper une fourmi avec un bulldozer. Bonne chance. Je veux dire, c'est pareil. Est-ce que la fourmi est secrète pour le bulldozer? En un sens, oui, en un sens, non. Le truc, c'est qu'il n'est pas adapté pour l'attraper. Si j'essaie d'attraper une fourmi avec un bulldozer, je ne sais pas comment je vais faire, mais et pourtant, si on a une pince à épiler, c'est facile. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'objet avec lequel on saisit les choses qui sont subtiles, il s'affine. Et donc, ça devient quelque chose d'appréhendable. Et donc, c'est plus secret. Avant, ça l'était, parce que c'était insaisissable. Pour le sens complet, c'est insaisissable. On ne peut pas, on n'a pas les moyens pour le saisir. Ça ne veut pas dire qu'il est caché, c'est simplement qu'on n'a pas les méthodes. Et plus on va méditer, plus on va faire le changement sur le souffle, plus on va se reposer, seulement sur le souffle, se reposer, on va bouger un peu aussi de temps en temps. Tout cela va faire que le bulldozer, il s'opticie au final. Donc la fourmi, elle est toujours de la même taille, mais le bulldozer rapetit, et une fois qu'il a une pince à empiler, eh ben, on peut discuter d'attraper une fourmi. Avant ça, c'est pas possible. Et donc, le secret, il n'est pas que tiens, tu peux attraper une fourmi si tu veux, il y a des fourmis là. C'est un bulldozer, tu as beau le savoir, ça ne va pas servir à grand-chose. Et donc, c'est ça, c'est cette notion-là. Et tout notre travail est vraiment dans cet esprit de. C'est ça, oui, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, des plantes, mais c'est pour l'exemple, mais on pourrait s'en passer. C'est vraiment juste ce qu'on a,
et qui va nous permettre de raffiner, on a envie de dire, raffiner la conscience, raffiner notre sensation corporelle, raffiner notre conscience, notre niveau de conscience. Alors, il y a plein de choses à travailler. On a vu le rêve, on voit tout ça. Donc, tout un tas de choses qui en fait sont passionnantes dans un certain sens. On va dire, ouais, mais c'est nul ton truc, tu restes assis et toute la journée, tu fais rien, tu peux regarder TikTok, ça serait plus sympa. Non, TikTok, c'est moins sympa, beaucoup moins sympa. Mais bon, donc c'est un peu l'idée. Merci, merci vraiment de tous. Merci C'est vraiment. beaucoup. À très bientôt. OK? N'hésitez pas s'il y a des questions, etc., des commentaires ou des Merci, questions Sylvain. sur le groupe. Merci. Bye bye. À la Bye semaine bye. prochaine. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.